Il boit pas, il fume pas. Son seul péché, c'est de vouloir démonter toutes les meufs au monde. C'est un combat peut-être intéressant à organiser. Cyril Diabaté versus Fernand Lopez. Et j'entends un cri, mon gars. Ah, je fais, oh putain, merde. Je regarde Vice Saint-Preux, tenez l'œil. Et Dan, il me dit, je te jure, j'ai pas tapé fort. Et c'est vrai. Il se disait tout le temps ça. On se remerciait mutuellement. Le retour de sucette. Hein. Ouais. T'as un tibia en moins, tu restes 2 ans à l'été, ils en ont rien à foutre. Et si tu veux. À l'été, si tu veux. À l'été, ouais. Il aime bien aussi la perte aller. de J'aime bien l'été. Il y a des gens qui ne veulent pas que le MMA ait une vie en France. Et ces personnes-là existent toujours. Pour tuer un bœuf, il me disait qu'il fallait 4 coups de masse. J'arrive à lui péter le cerveau. Et je le regardais, il me faisait flipper, j'étais dans la même chambre que lui. On était dans le coin, j'étais avec Minotaur, je lui jette de l'eau. Ne jette pas de l'eau. J'aime pas qu'on me jette de l'eau en plein combat. I'm try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work. Bienvenue sur Gong. Bienvenue donc à Daniel Voirin. Ah, bah, enchanté, hein. C'est un plaisir. En plus, il y a mon pote, le Snake. Donc là, Voilà. on est en Cyril famille. Diabaté. Voilà, Cyril Diabaté, là, on est en famille. C'est vrai. On est pas mal, je pense. D'entrée de jeu comme ça, Cyril, tu reviens de Milan. Ouais. C'était pour le Bellator et tu étais avec Yves Landu. C'est ça. Donc raconte-nous un peu comment ça s'est passé, la préparation et tout, et l'ensemble, quoi. Alors, on a eu quand même un coup de chaud il y a un peu plus d'un mois. Yves fait un sparring avec un des Snakes, se prend un coup de genou au buffet et se fait péter la côte avec des placements. Tu vois, donc ça, c'est il y a un peu plus d'un mois. Lui, il rentre à la maison, il dit ouais, j'ai mal. Donc déjà sur place, il avait du mal. Donc connaissant Yves, qui est quand même quelqu'un de très dur au mal, il se plaint rarement. Sur place, il se plaint déjà. Donc je me dis ça sent la merde. Et il rentre chez lui, il se plaint de plus en plus. Cyril, je peux pas m'allonger. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc d'après les descriptions, je me dis, bon, c'est pas qu'un petit truc de rien du tout. Va faire une radio dès que tu peux. Et donc, il fait la radio. Effectivement, fracture de la côte avec un déplacement du cartilage. Ah ouais, une vraie bonne fracture. Ah ouais, quoi. quand même. Ouais. Ah ouais. Donc, bien douloureux. Donc, le lendemain, il a du mal à respirer et tout ça. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même, au bout de je ne sais pas combien d'années qu'on existe, plusieurs décennies, ça fait plus de 20 ans maintenant, on a quand même un staff médical qui nous suit depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui est, je pense, ce qu'il y a de mieux en France pour ce genre de sport. Et donc on a sollicité tous nos contacts et ils se sont mis sur les côtes de Yves. Et ils l'ont soigné en très peu de temps finalement, puisque 3 semaines après la fracture, il pouvait de nouveau faire des PAO. Il avait déjà continué le cardio, mais au bout de 3 semaines, il pouvait faire du PAO, il pouvait envoyer des coups. Donc on a été au Bellator sans sparring, sans entraînement de lutte et sans faire de sol. Ah ouais. Ouais. Mais bon, c'est ce que j'ai dit encore à mes gars tout à l'heure, c'est il y a des exemples comme ça de force mentale chez les sportifs de haut niveau. Daniel, il a dû en connaître plein aussi. On en a connu un tous les deux, c'était Dan Anderson. Ah bah ouais. Voilà, c'est aussi des qualités comme ça qui sont, même chez les combattants, qui sont hors normes, qui font que le combattant, il est unique et il sort du lot. Et Yves Landu, c'est vraiment ça. C'est un mec qui a plein de qualités, physiques notamment, mais qui a aussi une force mentale qui est hors norme. Et
Ah, parce que c'est chaud, les blessures aux côtes. Bien sûr. Oh là là, laisse C'est tomber, une des c'est- plus. Vous avez, horrible, ouais. vous êtes demandé un moment si, pendant combien de temps vous avez hésité pour prendre le combat? Alors lui, il voulait, du début jusqu'à la fin de la blessure, il voulait, dans sa tête, il était sûr de vouloir combattre. Moi, j'étais moins sûr. Parce que dès le début, je savais ce que ça impliquait. T'as déjà vécu ça exactement ou pas, la côte cassée comme ça avant un combat ou... Ouais, alors c'était pas la côte, c'était le cartilage Ouais. séparé du sternum et un peu déplacé, qui est très douloureux, surtout quand ça frotte. Donc j'ai vécu ça. Je sais à quel point c'est handicapant parce que, comme l'a dit Daniel, il n'y a pas un mouvement que tu peux faire sans ressentir la douleur. Même respirer déjà. Même respirer. Ah, c'est ça qui est horrible. Ouais. Donc, C'est vrai. Déjà, une côte fêlée, parfois. Ah non, mais c'est. tu dois- ouais. Ah non, c'est handicapant. Hein, c'est- Ouais. Donc je savais que ça allait être problématique. Je savais déjà que ça voulait dire pas de sparring, pas de lutte et pas de grappling, qui sont quand même ses points forts. Et donc voilà, il a fait une semaine de repos après la fracture, une semaine de repos complet. Ensuite, il a repris le cardio sur de l'elliptique et du vélo. Et au bout de 3 semaines, on a fait du PAO juste avant le combat, quoi, une semaine avant le combat. Ah, incroyable, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Là. Ouais, D'accord. Comment s'est déroulé le combat, sachant ça justement? ouais. Alors, on savait que. Et une autre problématique, c'est qu'il allait combattre dans une catégorie qui, pour la première fois, c'était les 66 kilos. C'était son premier combat chez les 66. Donc, il y avait aussi ce truc de Cet régime à enjeu-là faire. en même temps, ouais. Voilà. Et d'autant que ça a toujours été, on est d'accord, un petit 70, hein, donc Ouais. c'était inéluctable qu'il descende au 70. Voilà, en fait. exactement. Ouais. Plus il allait à haut niveau et plus il y avait forcément ce chemin à faire vers les 66. Et donc, ça tombait là. Malheureusement, il était moins actif que d'habitude puisqu'il y avait cette blessure. Donc, il a dû faire attention doublement parce qu'il n'allait pas se dépenser autant. Mais il a très bien géré. C'est quelqu'un qui est très pro et qui est à l'écoute. Daniel, il va être d'accord avec moi, mais un des gros défauts de beaucoup de combattants, surtout cette génération-là, c'est qu'ils n'écoutent rien. Ah, ça coûte rien du tout. Et donc, c'est compliqué quand on est coach de donner des instructions à un sportif, de le voir acquiescer, dire oui, et puis il rentre chez lui, il sort de la salle et il fait exactement ce que lui il veut. Ouais. Quelque part, peut-être que c'est ça. Yves, en fait, a de la maturité parce que c'est sa deuxième carrière aussi. En fait, il a une première Bien carrière sûr. de breaker de haut Ouais, niveau. Non, mais c'est quelqu'un qui est pro, si je dois résumer le truc. Même s'il a ce côté fantasque, exubérant, showman et tout ça, c'est quelqu'un qui est très pro dans son approche du combat. Il ne laisse rien au hasard. C'est quelqu'un qui se soigne aussi. Ça, c'est aussi ça peut être un gros défaut chez les sportifs et chez les combattants tout particulièrement. Il y a des mecs qui, même quand ils sont blessés, ils ne se soignent pas, quoi. Ils laissent au petit bonheur la chance, on verra comment ça va se passer. Et lui, il n'a pas du tout cette approche-là. Lui, s'il se blesse, il va faire les examens et il fait les soins en conséquence. Et donc, il se rétablit beaucoup plus vite que les autres. On va revenir sur le combat plus précisément. Toi, Ouais. Daniel, tu as déjà eu cette tuile-là, la blessure au dernier moment sur une grosse échéance comme ça? Ouais, la plus grosse blessure, d'ailleurs Cyril était avec moi, c'était Dan quand il devait combattre John John. Hein. Tu te rappelles quand il s'est blessé au genou. Mais là, Dan, il voulait ça a faire le annulé, combat. ça a annulé Il voulait le faire combat, le ouais. combat, Dan, mais il Ouais. n'arrivait même pas à marcher. Mais là, ça a annulé le combat. Sinon, il y a eu Benoît, là, dernièrement à l'UFC, là, c'était horrible. Ouais. C'était un camp, en fait, lui, c'est différent. Il est sorti d'une opération parce qu'il avait un problème au tendon de l'orteil. Et donc, il s'est dit, j'ai le temps. Moi, je n'avais pas trop conseillé parce que quand tu te fais opérer, tu sais comment tu rentres, tu sais jamais comment tu sors. Et surtout avec les infections qu'il y a, les trucs qui traînent. Donc il s'est fait opérer, il avait récupéré, il a repris l'entraînement, il a attendu le temps qu'il fallait, et sauf que ça s'est infecté, quoi. Et ce qui fait qu'il s'est pris des 10 jours d'antibiotiques sans entraînement. Après, il reprenait l'entraînement. Le pied, en fait, il nous a fait chier jusqu'au bout, quoi. Même la durant le fight combat, week, enfin, même pendant le combat, ça a été. Et comme dit Cyril, c'est vrai, il y a des combattants qui sont hors normes. Benoît, mentalement, il est hors norme. C'est sûr qu'il a été à la guerre. Moi, j'ai été impressionné, c'est quand je suis allé en Bulgarie avec lui, quand j'ai vu la tête de l'orteil.
Il me l'a montré, j'ai dit c'est quoi une saucisse de Toulouse le truc. J'ai regardé, j'ai dit ah ouais, là j'étais obligé de lui dire, je dis il est horrible ton pied. La tête du pied, mais et quand même il s'entraînait dans la douleur quoi. Faut le faire quoi, parce que c'est hyper douloureux. Et il faut savoir que là, pendant la Fight Week, je l'ai pris au PAO le mardi, il combattait le samedi. Le pied, il a regonflé. Ouais, ça, il a enflé l'orteil. Tu te rappelles aussi quand... il était rougeâtre. Rougeâtre. T'as l'impression que le truc allait se décrocher. Quoi, exactement, horrible. Et tu te rappelles à l'Open Workout, il a saigné, il y avait du sang, ça a éclaté le truc. C'était chaud, quoi. Et il a été jusqu'au bout. Et bon, il a fait ce combat incroyable. Hein. Donc, ouais, ça arrive. Il faut faire avec. En fait. Ouais, ça, c'est ce que tu avais dit, c'est que parfois, le camp se passe mal. Enfin, t'as une tuile, t'as un imprévu de merde. Quand même, c'est souvent. Souvent qu'il y a un petit pet. On n'est jamais à 100%. Ça, c'est. Mais là, dans les deux cas, c'était des bons pets quand même. C'était là l'orteil qui manque de, enfin, pas de tomber, mais. Et souvent, les camps, des fois, se passent très mal, mais le combat se passe très bien, et vice-versa. C'est pour ça que, en fait, ce qui est important, c'est le fight, hein, à la limite. Hein. Le camp est important, mais bon, des fois, c'est le moment présent. Hein. Et il y a vraiment un aspect que les gens comprennent pas, réalisent pas forcément. C'est la force mentale qu'il faut pour arriver à haut niveau et performer à haut niveau, sachant qu'il y a toujours des pets à droite à gauche. Et que ce soit des blessures ou que ce soit même des problèmes d'extérieur, de la vie, des ruptures, des décès, des licenciements, je ne sais quoi. Et donc ça, c'est compliqué à gérer et ça forge un mental, c'est sûr. Et il y a des mecs qui arrivent à se sortir, à se transcender à ces moments-là et à faire des choses extraordinaires. Combattre avec une fracture, par exemple, ça c'est déjà arrivé. Ou avec un ligament, une rupture de ligament. Francis Ngannou, hein, par exemple. Voilà, exactement. Donc, et ça, c'est des gens qui sont vraiment hors normes et qui arrivent à... Parce que déjà, combattre, c'est quelque chose de compliqué, mais combattre dans des mauvaises conditions et quand même aller chercher la victoire, ça demande un mental spécial. Ce qu'a fait Yves, donc, c'était une décision. Tu peux nous raconter un peu le combat le combat, comment il se passe? Je savais que l'adversaire était chez lui, donc il a été galvanisé par la foule. C'était quelqu'un qui était assez complet. C'était un macaroni, hein, mais c'était un mec de Milan aussi ou pas? Ouais, c'est un mec, c'est un Italien qui s'entraîne en Irlande au SBG. Oui, d'accord. Donc John Kavanagh, c'est pas la première fois qu'on l'affronte ou on affronte. L'entraîneur de McGregor, hein, pour ceux qui ne voilà, remettent pas. C'est l'entraîneur de McGregor. Et donc, on se croise régulièrement d'ailleurs, on se connaît depuis très longtemps. Et généralement, jusqu'à présent, il a plus de victoires face à nous que le contraire. Et donc là, c'était important qu'on remporte la victoire. Et on en a parlé d'ailleurs après. Mais ouais, on savait que l'adversaire était... Il y avait une guerre de team en plus. Ouais, exactement. Saine d'ailleurs, hein, c'est pas du tout... Il n'y a pas d'animosité. Ouais, bien sûr. Mais en face de nous, il y avait un mec qui était complet, qui était motivé parce que chez lui. Et je savais que Yves, il était motivé aussi. Donc je savais que ça allait être une petite guerre. Malheureusement, Yves n'avait pas ses appuis, n'avait pas son timing. On n'a pas fait, pendant un mois, on n'a pas fait de réglage. C'est compliqué. Il a fait que du cardio, donc c'était compliqué. Et puis il était excité comme une petite puce. Il était en train de sauter. Il avait moins d'appui que d'habitude parce qu'il était un peu excité par l'ampleur du truc, par le challenge et tout ça. Excité. Est-ce qu'il était vraiment plus léger le jour du combat? C'est-à-dire combien il a repris, tu vois, à peu près Il était à 72 kilos. D'accord. Généralement, il reprend un peu plus ou pas parce qu'il n'est pas forcément. Ouais, généralement, le jour du combat, il est à 74-75. D'accord. Comme il combattait à 70 kilos. Il était à 75 kilos d'habitude. Là, il était à 72 kilos. Ça va, il a fait un bon rebond quand même. Ouais, il a fait un bon petit rebond. Ouais. Mais bon, on va s'y prendre mieux la prochaine fois. Et puis, il aura passé de blessure, donc ça sera mieux. Et donc, il gagne au point et je pense qu'il perd le premier parce que l'adversaire l'a pris 2 fois en soumission. Tentative d'anaconda. Il s'en est sorti in extremis. Et puis après, je pense que les 2 derniers rounds, il les prend haut la main, surtout le 3e où
où il marche dessus, il domine de A à Z. D'accord. Et les 2 derniers rounds se font comment? Debout plutôt Un peu des deux. Un peu ouais. des deux. Il y a Yves qui a fait plusieurs takedowns, qui a maîtrisé son sujet au sol, qui l'a pris plusieurs fois en crucifix. Il a failli le soumettre aussi sur une Kimura. Non, c'était un combat qui était assez plaisant à voir. Surtout avec Yves qui fait, il a toujours des techniques spectaculaires qui font s'exclamer le public. Donc, la côte, ça a été, c'est pas trop réveillé. Ça a été, alors, Ouais. il a senti, et c'est sûr qu'après le combat, il avait une petite douleur à l'endroit de la fracture. Mais dans l'ensemble, comparé à ce qu'il ressentait il y a un mois, ça va, on va pas se plaindre. D'accord. Ça va, il s'est pas retrouvé avec la côte sous le pec. Non. Déjà, il revient avec la victoire, déjà, Ouais. c'est le top. Quoi. Après, il a le temps de récupérer. Quoi. Ouais, exact. D'accord. Comment tu as trouvé le Bellator donc, en Italie? C'est un peu l'Italie, c'est un peu la maison du Bellator Europe. Ouais. Enfin, du Bellator en Europe. Ouais. Et comment tu as trouvé je sais pas, le public, l'ambiance là-bas, la gestion par rapport à ce qui s'est fait à Paris, tu vois, la façon dont ça s'est fait à Paris ou ailleurs? C'est clair qu'il y a une plus grande fluidité en Italie comparé à ce qu'il y a eu à Paris, Ouais. les Bellator qu'il y a eu à Paris. Là, c'était beaucoup plus fluide. On voit qu'ils y sont allés plus de fois, peut-être. Non, c'était plus fluide. La salle était acquise à cause des combattants italiens, donc il y avait de l'ambiance. Non, c'était dans l'ensemble. Après, c'est des shows qui sont professionnels quand même. Ouais, on est loin des petits galas de quartier. Tout est millimétré. C'est un show comparable à l'UFC. Hein. On va pas se. Ouais, justement, vous deux, vous connaissez bien Ouais. les deux de l'intérieur. Quelle différence vous feriez entre le Bellator ou l'UFC et est-ce que le Bellator veut seulement se hisser au niveau de l'UFC ou se contente de sa place de second? Moi, ce que je pense, honnêtement, au niveau de la prise en charge de l'athlète, l'UFC est quand même au-dessus. C'est-à-dire que tu vois même l'accompagnement pour le cutting, tout ce qu'il y a autour, en fait. Il laisse déjà, que dalle au hasard. Quoi. déjà les vêtements, Ouais. tout ce qui est la prise en charge, c'est vraiment au-dessus. Quoi. Ouais. Mais le Bellator, ça reste un bon show. Hein. On a vu même à Paris, c'était super bien organisé. Hein. C'est quand même un gros show. Hein. C'est vrai que... Oui, puis surtout, ils ont rempli totalement. Enfin, il y avait le public au Bellator Paris et il y avait l'ambiance. Enfin, il y avait. franchement, c'était bien. Hein. On a La vu, cage était magnifique. Franchement, c'était un très beau show. Ouais. J'étais surpris que ça se remplisse aussi vite. Ouais. Je pense que la différence entre les deux organisations, moi déjà, c'est la taille de l'événement et la taille de la médiatisation. Où là, c'est pas comparable. Oui, c'est incomparable. C'est-à-dire que la machine marketing, médiatisation de l'UFC, on est à des années-lumière du Bellator. Bellator, on dirait, je pense, qu'ils se contentent d'une place du deuxième et de faire leur petit bonhomme de chemin en prenant des parts de marché MMA sans se prendre la tête à essayer de dépasser l'UFC. Il y a des combats qui sont comparables hein, au niveau de la qualité des combats. Au Bellator, il y a les meilleurs combattants du Bellator n'ont rien à envier à certains combattants, enfin les milieux de panier en tout cas de l'UFC. Il y a même des exceptions au Bellator qui sont comparables aux meilleurs de l'UFC, même si c'est rare, mais ça existe. Comme Pitbull. Hein, Comme Pitbull, voilà, exactement, ouais. Qui a un niveau largement des meilleurs de l'UFC. Ou Mansour qui vient de rentrer justement, qui pourrait largement être à l'UFC. Oui, c'est vrai. Voilà, Mansour, le Français qui vient de combattre au Bellator, qui a clairement le niveau de l'UFC. Il a roulé sur son adversaire. Hein, son adversaire de l'American Top Team, qui était un bon combattant, un très bon combattant même. Et il a dominé, complètement violé. Donc non, je pense que le Bellator, c'est le numéro 2 du MMA mondial, ça c'est sûr.
Et il se contente de la place du numéro 2. Il fait le strict minimum pour garder sa place, en fait. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, le président, c'était le président du Strike Force. Hein. Exactement. Ouais, Ouais. ouais, c'est- Scott qui, était, Coker, ouais. qui était vraiment une grosse orga. Et il faut pas oublier aussi qu'il y a certains combattants de l'UFC qui partent de l'UFC pour aller au Bellator et qui ne sont pas obligés de le faire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas virés. Eux-mêmes cassent le contrat avec l'UFC pour partir vers le Bellator. Bah, Mais, déjà, ils ont les sponsors. mais généralement, c'est quand même après soit un revers, soit. Enfin, t'as aucun, enfin, à ma connaissance en tout cas, tu n'as aucun combattant de l'UFC qui soit à son, tu vois, au sommet de sa carrière, qui soit parti pour le Bellator. Parce Si, que il y a- l'UFC ne le laisserait pas partir, tout simplement. Mais il y a- Ils renchérissent. Tu vois, il y aurait une. Il y en a pas mal aussi. sur Il y en a pas mal qui sont partis sur le pour le contrat, je PFL. pense. Beaucoup de combattants brésiliens. PFL, ouais. PFL qui sont partis au PFL. Ouais, ouais. Justement par rapport pour le salaire. Ouais. Alors, il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes de sponsoring aussi. Il y a énormément de gens qui ont perdu de l'argent avec les deals que l'UFC a fait Avec avec l'exclusivité sponsors. de Ah ouais, Venom non, et ça, avant c'est- de Reebok. Ah ouais, non, exactement. non, là, ça, ouais. Donc ça, je sais qu'il y a énormément de combattants qui se sont plaints de ça et qui ont perdu de l'argent avec ce deal et qui ont préféré quitter l'UFC pour continuer à avoir des sponsors qui leur payaient. Bah ouais, parce qu'en fait, les sponsors, c'était un revenu mensuel. Bah ouais, là, il n'y a plus de sponsors, il y a juste des sponsors pendant le combat. C'est-à-dire que le gars, il est payé juste pour le combat, quoi. Derrière, pour avoir des sponsors, c'est plus dur. Hein. Ouais. C'est pas évident d'avoir des sponsors. Et puis même, je sais pas, moi j'ai des potes américains qui ont, par exemple, qui sont sponsorisés par un concessionnaire local de voitures et tous les ans on leur donne une voiture flambant neuve. Ah ouais, Quand tu perds ça et que tu dois payer ta voiture, c'est pas pareil. Et puis, surtout, c'est pas des petites voitures, c'est des voitures à l'américaine qui vont bien, quoi. Mais Machida, moi, il me disait à l'époque, quand il combattait à l'UFC, il était sponsorisé. Il prenait, à l'époque, je te parle ça il y a longtemps, hein, et il touchait 10 000 par mois. Il avait un fixe de 10 000 par mois. Bah, 10 000 par mois, ça te paye tout. Ouais, 10 000 de son sponsor. Voilà, de uniquement, son ouais, sponsor. ouais. Donc, Hors il était bien. prime, hors. Voilà, exactement. Donc là, ils t'enlèvent ça, ils te mettent un Reebok ou même un Venom et tu as vu des primes. Et puis, qui souffre dans ça, c'est aussi les entraîneurs. Parce que derrière, si le combattant a moins, toi, tu as Ouais, encore tout se moins que moi. répercute, Quoi. hein, Donc, ouais. c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais. Ouais. Et comment vous placeriez le One Championship justement on est d'accord, Bellator, pour moi aussi, ils veulent rester second. Moi, honnêtement, le One, je le vois en dessous de l'UFC. Le Bellator, je le vois Non, mais plus en troisième on est position. d'accord, l'UFC, je pense que Mais, la première place. Le One, moi j'aime bien le One parce qu'il y a beaucoup de beaux combats de pieds-points. Là, il confond en fait la qualité des affrontements. C'est clair qu'aujourd'hui, au One FC, pour moi aussi, en termes de qualité des affrontements, dans l'ensemble, si je prends l'ensemble, hein, c'est comparable à l'UFC. Ouais, il y a des sacrés fights. Hein. Ouais, Parce que franchement, à l'UFC, oui, il y a des très beaux fights, il y a des fights extraordinaires, mais ça reste une petite partie des combats à l'UFC. Tu peux regarder un UFC entier et te faire chier en fait. Oui, à c'est vrai. part 2 ou 3 combats sur la carte qui vont te transcender. Ouais, d'accord. Les 3/4 de la carte, tu vas regarder, tu vas te dire bon, c'est quand tel combat, tu vois. Au One FC, il y a beaucoup moins, il y a moins ça. Il y a moins de déchets, ouais. Il y a moins les combats sont vachement disputés, c'est spectaculaire, que ça soit en pied-point ou en MMA d'ailleurs. Et si tu regardes une carte entière du One FC, tu es rarement déçu en fait. Tu vas pas tomber sur un combat de lutteurs qui vont s'emmener au sol et puis qui vont s'accoupler. Neutraliser, ouais. Ouais. Ouais, non, mais ça envoie, hein, ça envoie. Moi, je vois même le Muay Thai avec les petits gants, là. Il y a des combats de niveau technique incroyable. Hein. Puis en plus, c'est du, voilà, comme il dit, c'est vraiment du très très haut niveau. Hein. Parce que Les mecs, ils envoient vraiment fort. Hein. C'est l'impact. Tu sens que les gars, ils maîtrisent techniquement et puissance. il y a une différence vraiment notable déjà, c'est que effectivement, ouais, on va parler peut-être après de la qualité des combats et le pourquoi du comment. Mais déjà, je pense que le One ne se contente pas, contrairement au Bellator, de la deuxième place, Ouais. enfin d'une place Ils sont agressifs, ouais. sur un Ouais. podium. Voilà, Ouais. ils innovent sur plein de trucs. Oui. Déjà, il y a pas que le MMA déjà. Oui. Au One, voilà, tu as du pied-point, aussi bien petit gant, gros gant, enfin gant de boxe. Et ils font du grappling maintenant. maintenant, le grappling, grappling, ouais. où ils ont vachement recruté. Ouais, ouais. Ils attaquent le marché, ils ont solidifié le marché asiatique.
ils attaquent le marché. Asie du Sud-Est, hein. Asie du Sud-Est. Oui, Asie hein. du Sud-Est, ouais. Ils attaquent le marché américain. Ils ont, je crois effectivement, ils attaquent agressivement parce que je crois qu'ils ont prévu 12 dates en 2023 Exact. aux États-Unis. Et puis des dates en Europe aussi. Voilà, des dates en Europe. Et en fait, en 2023, il y aura un show One toutes les semaines. Donc ça va débiter sévère. Ouais. Et donc les règles sont intéressantes. Même, je ne sais pas ce que vous pensez, moi je voyais ça un peu. J'étais pas emballé par les règles mixtes, c'est-à-dire mélange Muay Thai. Et MMA. Ouais. MMA, ouais. Parce qu'on était resté. Enfin, moi j'étais resté, je pense, sur le combat Bob Sapp le Banner. Ouais. Et bon, voilà. No comment. Ouais. Mais là, on a eu un exemple dernièrement de combat super réussi comme ça, Ouais. où ça change totalement la physionomie du combat. Complètement, ouais. Ouais, et je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que aujourd'hui, je pense que les sports de combat ont besoin de ça parce que le pied-point s'essouffle, voilà, se pète la gueule. Je pense que le Glory, d'ici 2 ans, je n'aime pas. Et sauf le pied-point justement avec les petits gants, parce qu'en fait, voilà. tu as beaucoup de KO en fait. Ouais. Alors, moi je suis pas trop fan du stand-up avec. En cage. Non, avec les petits gants Avec les petits ou gants, bare knuckle, tu vois. Je trouve Ouais, que- bare knuckle, c'est un peu plus radical. Bah, déjà, tu te tartines suffisamment la tête avec des gros gants que t'as pas besoin de rendre le truc encore plus difficile et encore plus dangereux pour les sportifs, tu vois. Je trouve que ça rajoute du spectaculaire, mais c'est au détriment de la santé des combattants et de la longévité de ces combattants-là. Donc, je suis pas forcément pour du stand-up avec les petits gants parce que ça va raccourcir la carrière des combattants, ça va augmenter les blessures. Je sais pas. De toute façon, Cyril, en Muay Thai, il y a du stand-up en Thaïlande avec, tu sais, avec les bandes là. Comment ça s'appelle? Moi, J'ai oublié le nom. oui, bien Tu sais, sûr. où il y a, Traditionnel. il y a là. beaucoup en Birmanie. Ouais. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce qu'en fait, tu regardes la physionomie des combats, ils ont complètement changé. Les Thaïs qui quittent beaucoup, qui mettent beaucoup de genoux. Maintenant, tu regardes les combats, c'est ça que beaucoup d'Européens n'ont pas encore compris. Eux, ils s'orientent plus sur l'anglaise. Parce qu'en fait, ce qui va faire la différence, c'est les petits gants, là, l'impact. Et on voit qu'ils ont débordé beaucoup de combattants, justement, trop traditionnels, parce qu'ils mettent les points. Ça change totalement le clinch taille, en fait. Tu peux mieux saisir, baisser la garde. Déjà, les petits gants, si tu tapes fort… ça passe plus facilement. Ah, donc, ça passe plus… C'est ça, pas moi, merde. je trouve que… Je pense quand même que… ça revient à la comparaison qu'on faisait avant pour légitimer légaliser le MMA. C'est-à-dire que avec les gros gants, tu peux taper plein pot. Ouais. C'est vrai que moins de coups passent au visage, forcément, mais… Tu reçois quand même les coups, quoi. C'est absorbé, mais la puissance est là quand même. Mais si tu prends le MMA, il y a quand même une grosse partie du combat qui ne se passe pas à se taper dessus debout. Oui, voilà. Là, c'est que debout. Donc, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup. Mais moi, c'est intéressant. Pourquoi ? Moi, en tant que coach, j'analyse beaucoup leur façon de défendre avec les petits gants. Parce qu'en fait, quand c'est que du stand-up, c'est des mecs de très haut niveau. Tu vois, les mecs, c'est des tailles et tout. Tu vois comment ils défendent avec des petits gants. Parce qu'en MMA, tu vois pas trop ça. Ils n'ont pas le même niveau. Il y en a qui ont un niveau technique élevé en striking, hein, mais pas aussi poussé que les gars, parce qu'ils sont spécialistes, mais tu regardes leur façon de défendre. Parce que les petits gants, tu vois, c'est beaucoup de… Tu sais, tu te déplaces beaucoup. Alors qu'eux, ils ne se déplacent pas tant que ça, en fait. Ils restent quand même assez posés, tu vois, mais c'est intéressant. Et tu as certains combattants de boxe thaï qui préfèrent, comme Sami Sana, qui m'avait dit, qu'il préférait vraiment combattre avec les mitaines. Oui, mais parce qu'il tape fort. C'était mieux pour son style. Mais parce qu'il tape fort. Et donc puis lui, il a un avantage. Ça va bien avec son voilà, style. exactement. Tu vois Dan, dès qu'il touchait avec des gants de KO, déjà il arrêtait pas de KOter les mecs à la salle avec du 16. J'en ai vu des mecs tomber comme des mouches. Hein. Je te jure, je les voyais, je dis oh putain. Encore un autre. Ah ouais, t'imagines avec du 4, hein je te jure. Donc Ça c'est des souvenirs qu'on partage, tu vois, à la Team Quest. D'ailleurs, Cyril, une fois, il avait fait faire un petit ascenseur à Rockall, tu te rappelles? Ah ouais, Luc. J'étais là, je suis témoin, c'est moi qui organise la séance. J'ai vu un petit truc qu'il a fait comme ça, le protège-dents, il a bougé, là je l'ai vu. Je ne l'ai pas filmé, mais bon. Ouais, il était un peu, souvent aux States, quand il y a des nouveaux qui viennent à la salle et qui viennent se tester, moi si tu veux, je m'entraînais tout le temps là-bas. Et lui, il était de passage pour un camp d'entraînement à la Team Quest.
Et il y avait Ovins aussi, Saint-Preux. Ovin Saint-Preux, Ouais. que Dan a failli lui crever l'œil. Ouais. Ah, j'étais juste à côté, j'ai entendu un cri. Ça, faut que je la raconte parce qu'elle est incroyable, celle-là. Je m'occupais. T'étais là, toi, quand il a j'étais le coup là. dans l'œil. Il y avait le sparring, bon, je gérais le sparring. J'étais juste à côté de Dan. Et j'entends un cri, mon gars. Ah, je fais, oh putain, merde. Je regarde Vice Saint-Preux, il se tenait l'œil. Et Dan, il me dit, je te jure, j'ai pas tapé fort. Et c'est vrai. Il disait tout le temps ça. Mais c'est vrai que. Il y avait l'avocat déjà. Non, mais je l'ai vu. C'était un petit coup, tu sais, mais juste comme ça, quoi. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il a fait, Il mais. avait une puissance de L'autre, il a vomi, hein. Il a vomi, il devait combattre au Strike Force, il a combattu, parce que bon, c'est un guerrier, Saint-Preux. Mais il a été très mal, hein. Il voyait double et tout, hein. Il se tenait l'œil, il est parti et tout, c'était chaud, quand même. Ouais. C'est vrai que Dan, il était violent, quand même. Hein. Et d'ailleurs, ouais, c'est marrant, vous venez tous les deux de la boxe thaï, Ouais. mais vous êtes rencontrés en MMA. Ouais, on s'est croisés. On se connaissait, non, avant, on se voyait des fois à Japi, on parlait. C'est vrai. Mais là où on est devenus potes, c'est par rapport au MMA. Oui, je l'avais rencontré en Angleterre. Londres. J'étais avec Victor Belfort. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Et j'avais vu Cyril, il était avec. Tu combattais, il y avait Xavier. Moi, j'avais été les voir et tout. Tu voulais même. Ah, me c'était au filmer Cage et tout. ouais. Ouais, c'était au Cage Rage, ouais, j'étais avec Belfort. Lui, il entraînait Belfort. Ouais. Et d'ailleurs, les Il lui tenait les PAO. ouais, c'est vrai. Non, Bah, précision quand même. Teneur de power. Ouais. Ouais, bah, va tenir les power On en Belfort. parlera hein, après. Ouais. Et ouais, les promoteurs, ils voulaient me faire chacun de notre côté, nous faire monter, Victor et moi, et nous faire combattre à un moment donné. Et ça D'accord. s'est jamais fait. Ah, t'es promoteur du Cage Rage, hein. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. D'accord, ouais. Et, C'était un bon show, le Cage Rage, très bon show. et donc, la première fois où vous vous êtes re-rencontrés en fait, en MMA, c'est passé comment? Cyril, je sais plus, mais. Est-ce que vous n'étiez pas resté en contact en fait On se croisait. Vous On vous se croisait, croisiez juste. on se ouais. croisait quand même, hein. Voilà. Un peu partout dans le monde Oui. d'ailleurs. Mais Non, mais moi, Cyril. Cyril, c'est pour ça que je le dis tout le temps, parce que c'est important pour moi. J'étais au Brésil, je venais de quitter Anderson Silva, j'étais un peu dans une situation un peu en dents de scie. J'en avais ras-le-bol du Brésil, j'avais fait le tour. Non, pas du Brésil, mais du monde du MMA brésilien. Et j'avais le délire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les États-Unis, tiens. Allez. Et j'ai envoyé plein de messages à plein de personnes qui m'ont jamais répondu d'ailleurs. Il y en a qu'un qui m'a répondu, c'est Cyril. Je demandais pas que ça soit positif, mais au moins que la personne te réponde, tu sais, le petit espoir. Il m'a dit, attends, je vais me renseigner. Et il s'est renseigné, mais il m'a répondu tellement vite que j'ai été. D'accord. Si, Ouais. il m'a dit, ouais, il faut que fais-leur une proposition. Et tout. J'ai dit, attends, merde, ça va trop vite, là, je sais même pas. Je connais Donc pas, c'était je pour la savais Team même Quest. pas. Ouais. À la Team Quest, en fait, c'est Cyril qui a fait le pont entre la Team Cassé et moi. Et en fait, je le remercie hein, même à vie parce que, en fait, il a quand même changé ma vie, même ceux de mes enfants. Mes enfants habitent aux États-Unis. Des fois, c'est juste. En fait, il m'a tendu la main à un moment où j'étais un peu vraiment en galère. Et ça, j'oublierai jamais, quoi. Et donc, ils s'est retrouvés après la Team Quest. Parce qu'ils avaient besoin d'un coach de striking, c'est ça là-bas? Moi, en fait, ils voulaient me débaucher, ils voulaient que je vienne vivre aux États-Unis, que je fasse partie de la Team Quest officiellement et en tant que coach, mais en tant que combattant aussi. Et moi, j'avais ma Snake Team ici, je voulais absolument développer le MMA en France et puis développer mon école, donc il était hors de question. Donc à un moment donné, je faisais des allers-retours entre la Californie et chez moi, tu vois. Et au bout d'un moment, voilà, ils m'ont dit, bon, bah, on ne peut plus continuer comme ça, on a besoin d'un coach ici en permanence. On aimerait bien que ce soit toi. Et j'ai dit, bah, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester en France, m'occuper de mon école et tout ça. Tu combattais en plus Ouais, encore à je l'époque. combattais, ouais, bien sûr. Mais il voulait me manager aussi en tant que, d'accord. ouais, en tant que combattant. Et donc après, moi, je reviens en France et puis Daniel avait besoin de s'exporter aux États-Unis. Et puis voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est un des meilleurs coachs de striking. Ils ont besoin de ça, exactement. C'était le timing nickel. Voilà, Ouais. il correspondait exactement au profil du mec qui recherchait, tu vois. Donc j'ai fait le lien et puis voilà. Mais je remercie aussi, on se remercie mutuellement. Le retour de Parce que- sucette. Hein, ouais, c'est sucette, Pour renvoyer la sucette. double. Autosuçage et tu sais, Tory tu sais, Verse, un peu, tu sais, il y a un mélange incroyable. Non, parce que la reconnaissance, et ça, je pense qu'il va être d'accord avec moi. Aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire C'est que vrai que c'est pas bien. les générations de sportifs d'aujourd'hui
peuvent très bien s'entraîner avec toi pendant des années et des années. Tu leur apportes beaucoup de choses, du savoir, du temps, de l'énergie, des conseils. Tu es là un peu l'oreille qui écoute leurs problèmes H24. Et du jour au lendemain, ils peuvent te quitter Normal, quoi. normal, comme si de rien n'était, avec un texto ou même sans rien dire. Tu vois. Et ça, c'est vraiment c'est un problème de cette génération-là. Tu penses ces dernières années parce que avant, ça fait plus de 20 ans que je suis coach. Maintenant, j'ai commencé en première section en 96. Tu vois, donc ça remonte. J'ai jamais eu ce problème-là et ça s'accélère. C'est-à-dire, c'est de pire en pire. C'est je consomme et vas-y, Voilà. c'est bon. Donc, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité. Et je pense que vraiment dans les arts martiaux, dans les sports de combat, les arts martiaux, un truc qu'il faut pas perdre de vue, qui est essentiel pour ta réussite en tant que combattant, c'est la loyauté, la fidélité à un noyau et à une équipe qui te suit, qui te permet d'évoluer. Et si tu passes d'une équipe comme ça se fait très, très régulièrement aujourd'hui, tu vois des mecs qui changent d'équipe, ils ont… c'est le début de la fin, en général. Ils ont 5 équipes alors qu'ils ont 5 ans de combat derrière eux, tu vois. Et donc, c'est un manque de quelque chose, Et généralement, c'est un sportif qui doute énormément de lui et qui remet la faute sur les autres. Et donc, il n'est jamais satisfait de ce que telle ou telle équipe lui propose et il va passer à une autre équipe, et ainsi de suite. Et donc, toujours à la recherche d'un remède miracle. Ça, c'est l'impatience, c'est bien sûr. c'est une crise, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est surtout qu'ils ne se remettent pas en cause. C'est-à-dire que le combat, tu ne gagnes pas tout le temps. Je veux dire, il y a quelqu'un en face de toi, il est entraîné, lui aussi veut gagner. Donc, ça peut arriver que tu perdes. Des fois, il ne faut pas chercher des excuses. Le gars, à ce moment-là, il a été meilleur que toi, point barre. C'est tout. Je veux dire, ça n'a pas été l'entraînement. Et justement, comme ils ne veulent pas se remettre en question, ils vont… Allez, c'est un peu le coach. C'est forcément le coach, c'est forcément l'entourage, l'équipe, ainsi de suite. Et ils changent et ils font ça plusieurs fois de suite en se disant c'est toujours les autres, c'est jamais moi. Tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Donc le manque de reconnaissance aujourd'hui, c'est un vrai fléau dans le sport de haut niveau et encore plus dans un sport comme le MMA où les gens ont oublié que même si tu es tout seul dans la cage le jour du combat, c'est un sport d'équipe. Ah oui. Tu as besoin d'une équipe autour de toi, tu as besoin d'un mentor. Appelle ça comme tu veux, un CNC, un entraîneur, un coach ou peu importe. Un maître, Et puis aussi, c'est les gens qu'il y a autour de lui, que ce soit le staff et les coéquipiers qui sont là au quotidien et qui t'aident à les sparring. Voilà. Les sparring, je veux dire. Exactement. Et ce que je disais il n'y a pas très longtemps encore, c'est que si dans une salle, il n'y a pas une certaine cohésion, il n'y a pas une certaine solidarité entre les sportifs, le mec va stagner parce qu'il va être tout seul dans la salle pendant sa préparation de combat. Tu as besoin de coéquipiers qui soient là et qui soient motivés pour ton combat, toi. Tu vois. Et le seul moyen d'avoir ça, c'est avoir une cohésion, avoir de la fraternité entre les coéquipiers et avoir une solidarité. Et le seul moyen d'avoir ça, c'est que les gens soient reconnaissants. Ouais, il faut une vraie amitié en fait, l'amour viril. C'est ce dont effectivement l'époque, je pense, elle est en déficit de ça chronique. C'est un truc on le voit tous les jours, profond. Et ça, c'est nourri par les réseaux sociaux et l'effet des réseaux sociaux. Ouais, exactement. C'est-à-dire que les mecs, réseaux sociopathes. Ça crée des sociopathes, exactement. C'est des tares qui sont exacerbés par les réseaux sociaux, le narcissisme, tu vois, l'individualisme. C'est-à-dire que le mec, il est là, il fait un combat, peu importe le niveau, on s'en fout. Il va faire des photos avec ses gants, avec ses muscles ruisselants de sueur. Il va avoir des likes, ça va lui faire une décharge de dopamine. Il va se bander dessus. Et c'est comme ça, et c'est un cercle vicieux. Et après, ça donne quoi? Ça donne des mecs qui sont plus intéressés par leurs réseaux sociaux que par les performances qu'ils ont dans la cage. Tu vois. Les médias aussi. Les médias contribuent à ça parce que le MMA, c'est hyper médiatisé. On le voit, le mec a 2 combats, futur champion, je vais gagner 3 ceintures à l'UFC. Mon ami…
Non, il y a un moment, tu regardes, tu dis, mais là, c'est le début de la fin pour toi. Ouais. Concentre-toi sur les victoires, avance doucement. Mais les mecs, ils veulent aller plus vite que la musique, manque de patience. Mais oui, c'est l'effet réseaux sociaux aussi. C'est que ça change tout le temps, il faut que ça aille vite. Non, mais ça marche pas comme ça. Il faut. Et donc ça aussi, c'est ce côté individualiste individualiste et le fait de ne pas se rappeler que c'est un sport d'équipe fait que le mec, à un moment donné, il n'a plus la reconnaissance de l'entraînement que lui donne son coach et ses coéquipiers. Et donc, ils peuvent comme il n'y a pas d'attache, en tout cas, ils ne sentent pas cette attache, ils peuvent se permettre de changer d'équipe comme ça, comme si de rien n'était, quoi. Ouais, il n'y a pas d'ancrage. Non, mais c'est vrai que, c'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai toujours eu de la reconnaissance pour les gens qui m'ont aidé. En fait, moi j'essaye d'expliquer même à mes fighters, même à mes enfants, il faut valoriser les gens qui te valorisent. C'est ça qui est important. C'est les gens qui t'ont aidé, qui t'ont tendu la main, il faut toujours les mettre en avant. C'est lui qui t'a aidé, c'est pas l'autre là qui vient d'arriver de je sais pas où, qui te fait plein d'éloges. Parce qu'on voit dans ce milieu, l'éloge te fragilise. On voit, entre nous, on va appeler ça, ils s'appellent ça au Brésil les babaoves. Nous, on appelle ça les suceurs. Mais c'est ça. Ils sont tous autour de toi. Ils sont là, plein de sourires. Ils sont là, t'es beau, t'es fort. Mais en fait, ces gens-là, ils te fragilisent, quoi. N'oubliez pas de valoriser ceux qui te valorisent, c'est-à-dire ta famille. Quand tu es en galère, c'est ta famille qui vient t'aider. Ton coach qui est là tous les jours. Je vois plein de coachs et des jeunes coachs. Ils ne gagnent même pas une thune, ils mettent de leur argent pour aller accompagner des combattants. Tu vois, le mec commence à monter, il s'en va, il va dans une autre équipe. Mais c'est horrible, ça. C'est-à-dire que le gars, il s'est occupé de toi, il t'a fait. Je veux dire, ce temps qu'il était avec toi, il n'était pas avec sa famille, ou je veux dire, c'est un temps qui est perdu. Et toi, après, tu pars comme un misérable. Déjà, c'est un problème en soi, parce que ce qui fait qu'un combattant peut performer, c'est justement qu'il est quelque part, il est un minimum égoïste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faut qu'il y ait une structure. C'est comme si il n'y avait rien, aucun justement contre-feu pour cet égoïsme. Il n'y a plus de barrière en fait. Parce qu'à un moment, non, mais à un moment, ce qui se passe aussi, ça je l'ai beaucoup vu, c'est qu'ils prennent trop de pouvoir. C'est-à-dire que par exemple, tu prends un gars de zéro, tu le fais monter. Après, il y a une notoriété, il y a beaucoup de gens autour de lui, il est sollicité, il commence à gagner un peu plus d'argent. Déjà, il commence à se placer au-dessus de toi. Moi, je l'ai vécu avec un combattant qui s'appelait Mehdi Bagdad, à l'époque, j'avais fait monter, que tu connais. Et je lui ai tout donné, quoi, à la base. Grâce à moi, il a eu des visas, il a combattu à l'UFC, il s'entraînait avec les meilleurs combattants de la planète. Et à la fin, il est monté très haut à cause des médias, et la grosse tête, comme on dit. Et il est parti en vrille. Mais c'est comme ça arrive souvent, ça. En fait, on les voit se noyer. On les prévient, mais en fait, il faut qu'ils se noient pour qu'ils comprennent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'ils se noient. Ah oui, merde, mais là, sauf que c'est trop tard, quoi. Et c'est dommage, mais on le voit souvent, ça. C'est un sport qui est énormément médiatisé. L'UFC, en plus, surtout pour les combattants qui combattent à l'UFC, avec toute cette médiatisation, quand même détruit un peu le combattant, quoi. Le combattant, des fois, il joue un peu de ça, parce que le combattant, ça sur un piédestal, et voilà, exactement. Et ça reste une marionnette quand même aux mains de l'UFC. Surtout l'UFC, je veux dire, deux combats, tu performes pas, ou même tu as fait 2 combats à peu près moyens, ils te virent, quoi, c'est tout. On parlait tout à l'heure d'accepter la défaite. Là, ces derniers temps, la team Voirin n'a pas eu beaucoup de défaites. Tu as quand même pas mal enchaîné. Oui. Donc on va revenir un peu sur tout ça. Donc 4 victoires là, en plus c'est 4 KO même, je crois. 4, en fait là on a eu Benoît qui a gagné, je crois que TKO deuxième round. Ouais, l'UFC Paris. Après on a eu au cirque d'hiver, comment il s'appelle, le Brésilien, Emerson Silva, coup de genou sauté, une guillotine derrière. MMA Grand Prix donc. 30 secondes, ouais. Derrière on a eu l'Hexagone MMA, c'était en Allemagne. La Mathieu KO, un Géorgien très fort, était solide. C'était chaud le combat. Et là, dernièrement en Belgique, comment il s'appelle, Romain Desbiennes qui prend la ceinture de l'atomique, quoi. Donc, et sur un KO aussi. KO aussi, ouais. Donc là, on a enchaîné pas mal, donc grosse série, mais bon. Des fois, on a des bonnes séries comme ça, et des fois, on a des mauvaises séries. Donc voilà, quoi. Mais bon, quand même, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est. Là, c'est. Bonne dynamique. Ouais, bonne dynamique, ça fait plaisir parce que nous, on est une petite équipe. Une petite équipe. On a été un petit peu boycotté sur le. Je reviendrai un peu sur cette histoire, d'ailleurs, je vais l'expliquer. Sur ce qui s'est passé sur le documentaire, je ne sais plus comment il s'appelle ce documentaire. À jamais les premiers. Voilà, jamais les premiers. Donc, documentaire de RMC. Voilà. RMC Sport. Voilà. Pro une certaine équipe. Et tu trouves que c'est un peu biaisé?
Voilà, petit ce peu. qui s'est passé. Moi, je vais raconter l'histoire. En fait, Ouais. ce qui s'est passé. Alors, moi, entre guillemets, je n'ai pas vu ce documentaire, D'accord. mais j'en ai tellement entendu parler. D'ailleurs, Moi, je quand l'ai vu. quand il est passé, tout le monde m'a envoyé, enfin, énormément de gens m'ont envoyé des messages ouais. sur les réseaux sociaux, en disant mais comment ça se fait, on parle pas de toi et de ton équipe, nanani, nanana. Je suis, moi, ce genre de truc, ça me passe un peu au-dessus de ça parce que ça fait très longtemps que je me suis détaché de ce qu'on peut dire de moi ou machin. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est un confort que j'ai, tu vois. C'est-à-dire que je m'en fous un peu. Ouais. Je comprends qu'il y a une médiatisation biaisée et partiale. très partial. Hein. Ouais. Ça me dérange, mais en même temps, Ouais, t'en es revenu. Après, ça n'empêche pas d'en parler, mais effectivement, ça t'hérisse moins le poil qu'avant. Enfin, ouais, complètement. Ouais, ça t'énerve moins qu'avant. Aujourd'hui, ça m'énerve, ça me touche plus. Ouais, ouais. Non, mais moi, ça me touche. À une époque, oui. Oui. À une époque, oui. Ouais, mais toi, c'est encore, Non, c'est c'est pas plus ça. Non, moi, je compréhensible. suis comme toi. Moi, je suis comme toi. En fait, je m'en fous. Non, mais ça m'a touché. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, moi, je dis tout le temps, si vous venez me voir, c'est pour me mettre en avant. Je ne vais pas perdre mon temps. Là, ce qui s'est passé, c'était pendant la Fight Week. Donc, RMC de l'UFC Paris. Voilà, l'UFC Paris me contacte pour un inside. Ouais, c'était un inside, mais bien profond pour moi, en fait. Hein, parce que on me l'a bien glissé, l'inside. Hein. Enfin, bref. Donc, on t'explique comme ça, ouais, l'inside et tout. On aime bien employer des mots anglais. Bon, enfin, bref. J'étais pas trop chaud parce que il faut savoir qu'une Fight Week, c'est hyper compliqué. Il faut gérer, je ne vais pas t'apprendre, il faut gérer le combattant. Benoît, en plus, était blessé. Il fallait que je gère l'entourage. En fait, tout était sur moi. Il y avait le cutting, il fallait que je gère tout. J'avais la tête comme ça. Et en plus, l'idée de leur reportage, c'est qu'il y avait un gars tout le temps avec une caméra, tous les jours, en train de nous suivre. C'est-à-dire, on va au resto, il est là, on va au cutting, bah, tu l'as vu, il était tout le temps avec sa caméra derrière. À 100%, il était avec nous, Fred, donc il fallait gérer ça. Et le problème, c'est qu'il m'envoyait des messages tous les jours, c'est moi qui devais faire, en plus de gérer toute mon équipe, de gérer en plus ça, un truc que je voulais pas parce que c'était très pesant. J'ai dit, bon, je vais le faire pour l'équipe. Allez, on va le faire, le inside, allez, c'est parti. On fait le truc, et quand je vois le reportage, non mais, j'hallucine. Il y a un passage, bon, on voit tout le temps le même, hein, bon, enfin bref, ça à la limite, c'est son problème. Sauf qu'ils ont pris un passage, surtout en début de reportage, ils ont pris un passage où je passe pour un rageux, qu'ils avaient pris justement d'un autre tournage que j'avais eu avec RMC, et ils l'ont mis en montrant qu'en fait, j'étais un rageux envers Fernand Lopez, quoi. Lui, c'était la victime, et moi, c'était en fait le mec. Et on ne voit pas, pendant tout le reportage, on ne nous voit pas nous entraîner. En fait, on ne voit presque pas l'équipe, on voit que Benoît, c'est normal, c'est le combattant. Et c'est ce que je dis, ils m'ont fait perdre mon temps en fait. C'est là où venez pas me voir, c'est pas grave. Sur 1h47, je crois, ou 45 de documentaire. Ils ont complètement zappé le. On voit jamais Daniel en action, tu sais, tu le vois. Ils ont mis en fait le minimum de ce qu'ils pouvaient en interview. Et tu le vois qu'en interview, dont la première fois c'est pour parler de Fernand Lopez, pour dire du mal, enfin tu vois. Donc déjà, et puis après tu le vois jamais, par exemple, tu le vois même pas en teneur de PAO. Même pas en C'est teneur même de PAO. plus un teneur de PAO en fait. Et même pas à l'open workout, ils ont. Ouais. Et en fait, ils ont zappé toute l'équipe, quoi. Et je veux dire, ok, il y a Benoît, mais Benoît, il n'est pas arrivé tout seul ici. Ouais. Okay, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est qu'on voit l'équipe. Il y avait aussi Guillaume Pelletier, qui est quand même le manager. Il y avait le coach de sol, Christophe Savoca, qui le suit depuis le début. Rien, quoi. Bon, encore, moi, on m'a vu un tout petit peu, mais dans un. En fait. Je faisais partie des meubles, en fait. Moi, je ne demande même pas à être vu, moi. Je ne me mets même pas dans le reportage. D'ailleurs, j'ai appelé le rédacteur en chef. Quoi, je lui ai envoyé un message, il m'a rappelé même 2 fois. Et je lui ai dit ma façon de penser, quoi. Donc, Il a dit quoi? C'était quoi le… bah, tu sais, il joue du violon, les gars. Oui, mais non, tu comprends, il y avait trop d'images. Enfin, bref. On n'a pas voulu te boycotter. Ouais, bah, tu m'as T'as plein de boycotté. personnages secondaires dans tous les sens, même certains qui prennent une place. Il m'a joué hallucinante. voilà, quoi. Par contre, bon. Il m'a rappelé une Tu vois que deuxième c'est fois. c'est du boycott. C'est le boycott total. Et là, ils m'ont rappelé une deuxième fois pour me dire oui, non, mais t'inquiète pas, on a plein d'images, on fera un truc sur toi. Mais je m'en fous, fais rien sur moi. Fais rien sur moi. Venez même pas me voir, quoi. Et je suis un peu dans ton esprit, je veux même pas. Ça m'intéresse pas. De toute façon, on voit, hein, maintenant, on ne peut pas faire des trucs comme ça et je ne vois pas l'utilité en fait. Je n'ai pas compris quel objectif en fait de faire ça. Je veux dire, à part se griller avec les gens. En fait. Non, je pense qu'à un moment donné, ils ont eu plein d'images et puis à un moment donné, ils ont eu des consignes pour pas te mettre dedans, tout simplement. Je vois pas pourquoi ça serait
ça serait une autre raison. Si tu me dis en plus qu'il y a eu des personnages secondaires qu'on… C'est pas, ce qui est sûr, c'est que j'ai maté le docu, on ne peut pas dire que ce soit justifié par une quelconque raison éditoriale, tu vois, ou du montage et tout. On ne la fait pas à l'envers, je sais ce que c'est qu'un montage. Et là, tu vois bien qu'il y a un parti pris excessif de braquer la lumière, même pas sur Cyril Gane en fait, sur Fernand Lopez. Alors qu'au début du documentaire, il est bien dit que sans Cyril, il n'y aurait pas d'UFC. Mais là, le documentaire, il te dit pas ça, il te dit sans Fernand, il n'y a pas d'UFC Paris. Tu vois ? Ah ouais, le mec, tu savais tout sur sa vie, même ce qu'il avait dans le frigo. Ce qui est faux, puisque, il y a, je sais pas moi, il y a 10 ans, non, il y a plus que ça, il y a une douzaine d'années, j'avais bouffé avec Dana White. On était à Las Vegas, c'était en sortie de tournage du Teuf. Et il me disait que clairement, dès qu'il y avait la possibilité, il ferait un UFC à Paris parce que c'était l'endroit numéro 1 dans le monde où il voulait s'installer. C'était la France. Et je te parle de ça il y a 12 ans en arrière. Juste parce qu'il savait que potentiellement, c'était un des pays où il y aurait le plus d'intérêt pour l'UFC et pour le MMA. De toute façon, il le disait même qu'il voulait faire un UFC Paris bien avant Cyril Gane. À chaque fois, il l'a dit. Donc, et puis même, ça me paraît logique. Quand on a commencé à faire les réunions ministérielles, machin, il y avait l'UFC tout le temps qui était là, parce qu'il voulait s'installer à Paris. Donc, et ça, c'était avant Cyril Gane. Donc dire que c'est grâce à Cyril Gane ou Fernand Lopez ou je ne sais quoi que l'UFC débarque, ça c'est des foutaises. Après, on n'en est plus à un mytho près, on n'en est plus à une escroquerie près, donc c'est pas ça qui me choque. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'époque en fait. Pourquoi le MMA serait miraculeusement, tu vois, s'en tirerait mieux que tout le reste de la société, serait miraculeusement plus propre, tu vois, mieux informé. Pourquoi on échapperait au reste Pourquoi ça serait plus pour en revenir à ça quand même, je pense sincèrement que Cyril Gane est le meilleur ambassadeur qu'on ait eu en MMA. Depuis le début du MMA français, parce qu'il cumule beaucoup de qualités. Il est fort. C'est vrai que en tant que combattant, déjà, il est exceptionnel. Et sa personnalité, il a un capital de sympathie qui est largement au-dessus de la moyenne, je pense. Il a un physique agréable, il a un sourire qui te donne envie de sourire. Et puis c'est un joyeux, quoi. C'est un mec qui adore la vie et ça se voit. Et il a prouvé aussi que c'était un guerrier. Enfin, il a fait une guerre contre Tuivasa. Et il a prouvé qu'il était là. Enfin, effectivement, il fait tomber pas mal de critiques qu'on pouvait. Il s'exprime bien, il est charismatique. Je veux dire par là que il tombe au bon moment. L'UFC et la France ne pouvaient pas espérer mieux, je pense, comme ambassadeur. Maintenant, de dire que c'est grâce à lui que l'UFC, non, ça c'est faux. L'UFC allait débarquer, quoi qu'il arrive. Clair, que ça soit lui, l'ambassadeur, ou un autre, c'était pas ça le sujet. Et encore moins grâce à notre ami Lopez. C'est juste, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous pensez justement on va rebondir là-dessus, du traitement médiatique du MMA depuis que l'UFC est arrivé. Parce qu'on pouvait dire avant que le MMA c'était un parent pauvre dans les sports. Enfin, limite c'est tous les sports à part le football en France. Mais bon, plus spécialement les sports de combat sont maltraités quand même. Moi j'ai vu une grosse accélération lors du combat Ngannou-Gane. Tu vois, il y a une médiatisation autour de ce combat qui a été hallucinante. Et donc, ça a boosté grave l'intérêt des gens pour des gens que j'avais jamais entendu dans leur bouche le mot MMA dans mon entourage, qui savaient pourtant que je faisais ce sport-là. On commençait à parler de MMA, de Francis Ngannou. Un peu les mêmes phénomènes quand
les gens s'intéressent à la boxe anglaise quand Conor rencontre Floyd Mayweather, alors qu'ils y connaissent strictement rien, tu vois. Bah là, c'était un peu le même phénomène, c'est-à-dire que ça transcende les limites du sport et ça devient un phénomène de société, tu vois. Et donc, on a vu ça pour ce combat Ngannou-Gane. Et ça, c'est juste, tu vois la puissance des médias. C'est juste parce que, encore une fois, les médias ont choisi à un moment donné, à un moment T, un événement qu'ils allaient matraquer dans la tête des gens. Et voilà, donc les Français se sont intéressés au MMA à ce moment-là. Et ça s'est accéléré depuis, quoi. Par contre, moi, je pensais que l'UFC matraquerait encore plus, Ah ouais. tu vois, avec l'UFC Paris, et qu'il y aurait plus de médiatisation avant, ou même après. Et effectivement, j'ai trouvé tu as eu plus de médiatisation pour Gane Ngannou c'est ça, que pour l'UFC Paris. Ouais. Mais en fait, il y a eu un pic, tu vois. Et après, derrière, en fait, tu t'attends, tu te dis, ouais, il va avec ça le va se pic, développer. Ça ne s'est pas stabilisé. Je trouve que c'est un peu retombé. Ça a descendu. Ouais, c'est descendu. Un peu retombé. Jusqu'au prochain événement français ou avec un nom français, peut-être Gagne ou peut-être un autre qui vont mettre en avant. Mais il est clair en tout cas que la dernière année qui vient de se passer, la dernière année qui vient de se passer, il y a eu une accélération au niveau de la médiatisation de ce sport. Ça s'est vu dans les inscriptions dans les salles de MMA un peu partout en France. Il y a eu un engouement qui a été créé par cette médiatisation. Moi, je ne peux pas dire, j'ai pas de salle. Hein, donc, toi, t'es le SDF. Moi, je suis pas SDF. SGF. Sans gym fixe. Donc c'est pas pareil. Là, il y a une erreur sur le. Non, moi, j'ai pas de ça. Je sais pas, mais c'est vrai, on me l'a dit. On m'a dit qu'il y a beaucoup d'inscriptions pour. Toi, tu l'as vu de toute façon. Ouais, complètement. Quel pourcentage à peu près tu dirais en plus? Plus 30-40%. D'accord. Ah ouais, quand même. Ouais. Significatif. Par contre, au niveau, tu vois, au niveau, comment dire, des compétiteurs, évidemment, tu as plus de gens qui pratiquent, mais tu n'as pas forcément plus de compétiteurs. Et justement, je voudrais qu'on parle là de la fédération. Qu'est-ce qui se passe en fait sur le terrain concrètement, tu vois, quand tu veux pas seulement pratiquer, mais quand tu veux voir ton niveau justement. Combattre en amateur, tu veux dire? Ouais, combattre en amateur tout simplement. Déjà, je crois qu'il faut un grade vert. Ouais. Déjà. Parce qu'on est d'accord, il faut un grade pour combattre. C'est quand même compliqué. Ça explique. Non, tu vois. c'est pas compliqué. Non, alors moi, je me fais un petit peu le défenseur de la Fédé, quoi. De la Fédé, parce que. Qu'on aura plaisir à inviter ici d'ailleurs pour parler de tout ça, parce que c'est intéressant. Parce que je trouve qu'ils sont très critiqués pour des mauvaises raisons. Là, on voit vraiment l'esprit français, l'esprit râleur du français, tu vois. Sachant que pendant X années, on n'a rien eu en France. Pendant plus de 20 ans, 25 ans, on a eu 0 fédé qui faisait du MMA. Qu'on s'est battu pendant 25 ans justement pour que ça change. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une fédération qui est dans les clous, qui est respectée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui n'est pas tous les fédés de sport de combat. Il y en a, ils ont même pas. Allô, je peux prendre rendez-vous avec la ministre? Vous êtes qui? On est de telle fédé. Non, ça ne nous intéresse pas. On en est à ce niveau-là. Donc, c'est une fédé qui est reconnue par le ministère, par le biais aussi de la boxe anglaise, il ne faut pas se cacher, et parce que aussi les gens qui s'occupent de cette fédé, Lionel Brézéfin et Johnny Frachet, sont des gens sérieux, qui connaissent leur sujet et qui font les choses sérieusement. Et donc, je pense qu'on pourrait difficilement avoir mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Après, moi, j'ai été dans les sports de combat depuis 30 piges. Donc, j'ai combattu pour X, parce que j'ai fait plein de styles différents. J'ai combattu pour plein de fédérations différentes, françaises. J'ai jamais vu une fédération organiser aussi sérieusement leurs événements que celle-ci. J'ai été partout, hein. J'ai combattu dans plein de styles différents. Un championnat de France, un tournoi de championnat de France et tout ça, c'est laborieux. C'est laborieux, tu vas combattre en, je sais pas, telle ou telle fédé de boxe taille ou de kick, les anciennes notamment.
T'arrivais le matin, tu combattais à 18h le soir, toute la journée, c'est… On est d'accord, même certaines, à part la fédération de judo ou la fédération de boxe anglaise ou de karaté, le reste c'est le bordel. On est d'accord. Je sais que le Muay Thai c'était chaud, il y avait 3 fédés. Et donc ça a été un cauchemar pendant X années. Là, les premiers championnats de France de MMA qu'on a fait là, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu je sais pas combien de combats en un week-end. C'était réglé, machin, t'attendais pas, tu savais à quelle heure. Il y avait même des écrans dans les vestiaires pour savoir en temps réel quel combat était sur le. Je suis d'accord, c'était parfait, j'étais sur place, j'ai pu constater, il n'y a rien à dire, 2 cutman par cage, 4 cages, super. Donc à ce niveau-là, déjà j'ai vu une amélioration par rapport à tout ce que j'avais vécu moi en tant que combattant et en tant que coach. Ensuite, les histoires de grades, c'est simple. À un moment donné, si tu ne fais pas des grades pour participer à des compétitions de MMA amateur, tu vas te retrouver avec des mecs qui font du kung-fu, du penchaktila. La foire d'empoigne, tu veux dire. Voilà, parce que concrètement, comme c'est le sport à la mode. Retour aux sources après. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on fait un bond de 20 ans en arrière. Ouais. Ils m'ont dit, parce que je suis un petit peu ce que fait la Fédé, même carrément, pour les passages de grade vert, tu as des mecs qui viennent du Krav Maga, qui savent pas faire un takedown, qui savent pas faire un jujigatame ou une prise de dos ou peu importe. Mais Cyril, regarde le BFM2, ils ont donné à des gens qui connaissent rien du tout parce que c'était fait par Internet, tu vois. Mais il y a une incohérence par rapport à ça, tu vois, parce qu'il y en a, c'est vrai que moi je connais certains profs qui, ils ont jamais fait de MMA. Ils ont quand même le BFM2, c'est pas incroyable. Ouais. Après, je pense que dès le début, ils ont été obligés de donner des diplômes. Ouais. Et que. Est-ce que, parce que je suis d'accord, il y a tout ce qui a été fait, de toute façon, c'est nickel. Mais à force de vouloir, tu vois, rendre les choses trop carrées, trop, trop réglementées, parce qu'avant, effectivement, ça l'était pas, ou même tu as certaines fédérations, c'est du grand nimp, c'est du grand cirque, ça ne le sera jamais, parce qu'on sait que certaines personnes ne veulent pas même faire les choses correctement. Ouais. Et là, on a des gens qui sont qualifiés, qui veulent faire les choses correctement, mais pour moi, il y a un côté peut-être trop carré qui rend parfois… Est-ce qu'il faut forcément faire des compétitions de MMA amateurs, forcément en cage et forcément d'un certain niveau? Est-ce qu'il ne faut pas laisser des gens, est-ce qu'il ne faut pas plusieurs… parce que là, les gens ne se licencient pas parce qu'ils veulent se licencier pour combattre. Et du coup, on se retrouve avec une fédération, un comité de MMA au sein de la fédération de boxe anglaise qui n'a pas suffisamment de licenciés pour pouvoir peser au niveau de la fédération de boxe anglaise, tu vois. 1000 licenciés. Alors comment il faudrait… Moi, j'ai pas de, j'ai pas de solution miracle, mais c'est juste que… C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux organiser des combats, tu es obligé d'avoir des sous. D'accord ? Tu peux pas organiser un championnat français, peu importe lequel. Tu peux pas organiser des galas. Regarde la FFKMDA, regarde le Pancras, ça allait quand même, tu vois. On peut avoir plusieurs niveaux, parce que là, actuellement, en fait, ils font que des combats de classe A. On est d'accord. Ceux qui ont des grades, enfin, ceux qui ont les grades, c'est les combattants qui peuvent passer un grade, tu vois, qui ont un certain niveau. Non. Ou non, le grade vert, non, c'est… Le grade vert, ouais. Non, le grade vert, c'est le grade… Pour pouvoir avoir accès aux compétitions amateurs. Aux compétitions amateurs, voilà. Non, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a pas assez de… Le grade vert, en boxe anglaise ou en pied-point ou même en judo, t'as pas ça en fait. En judo, on n'a pas la même problématique. C'est-à-dire que à un moment donné, et ça c'est un phénomène qui est unique au MMA, comme c'est le sport médiatisé à la mode, tu as tout le monde qui est intéressé par le MMA. Même un club, le club de judo de Saint-Brice en Maury ou je sais pas quoi. Qui a 50 adhérents, et t'en as la moitié qui veulent faire les championnats de France de MMA. À un moment donné, il faut un garde-fou à un moment donné. Et si tu obliges pas les gens à passer de tels grades, tu vas te retrouver avec un championnat de France avec des mecs qui savent pas faire,
Ouais, mais Oui, mais il y a des pas règles faire quand même qui sont propres à la France. Par exemple, la règle des, je sais plus combien de combats pour pouvoir combattre. Je sais plus, il y avait une histoire. Ah oui, Là, en plus dans les règles professionnelles, non, mais tu as là, des c'était restrictions. hyper compliqué le truc. c'est- ouais. Déjà, tu le, galères. nombre de, pour trouver- le nombre de combats, Bah tu veux oui, dire bah, des Ouais. fois tu galères déjà pour trouver des combattants. Attends, Et en plus, ça, on va te met parler. une contrainte, mais c'est. Ça, c'est le volet professionnel. Je trouve qu'il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de dynamique en fait. Il n'y a pas assez il y a pas assez de stages, il y a pas assez. Par exemple, moi ça fait longtemps que je suis là, je connais bien Johnny, je connais bien Lionel, ils m'ont jamais proposé de Johnny venir Frachet, je sais pas, pour expliquer aux jeunes comment ça fonctionne le MMA, même ne serait-ce que pas un stage, mais bon, une rencontre quoi. Voilà, comment on dit. Par exemple, on a fait ça en Bulgarie. Il y a eu je ne sais pas combien d'amateurs qui sont venus, c'était très intéressant. Parce qu'on arrive à passer, même un gars comme Cyril, avec l'expérience qu'il a, je veux dire, expliquer aux nouvelles générations comment ça fonctionne un peu. Même le milieu professionnel, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le pont entre Et l'amateur voilà, et le pro. et en fait, moi je trouve que c'est comme toutes les fédés, parce que moi franchement, j'aime pas les fédés, pourquoi Quand je me suis fracturé le tibia, je combattais pour la fédé de boxe thaï, j'ai pas oublié, même pas un coup de téléphone pour savoir si j'allais bien. Et à l'époque, en plus, comme disait Cyril, c'était complètement déstructuré. Les fédés, ils en avaient rien à foutre. T'as un tibia en moins, tu restes 2 ans à l'été, ils en ont rien à foutre. Et si tu veux... À l'été, si tu veux. Alité, ouais, alité et alité. En même temps, Tu trouves la perfusion que tu j'aime veux. bien alité. Plus alité qu'alité, mais. Si tu veux, donc j'ai un peu. Et ça, je comprends pas. Tu vois, en fait. Moi, si la fédé, honnêtement, j'ai rien contre les fédés, c'est bien, faites votre truc amateur. Mais si la fédé n'existe pas, ça change rien à ma vie. En Je fait. pense qu'il faut bien séparer les choses. Là, effectivement, Johnny Frachet et Lionel Brézéfin sont 2 mecs valables. Très légitimes, compétents, très compétents. compétents. Il y a rien à dire là-dessus. Par contre, est-ce que tu vois, c'est pas le système fédéral français Bien qui sûr. dès le départ pose problème, quoi. Bien sûr, Ouais. ça c'est C'est ça c'est la trop- vraie, la c'est vraie- trop la vraie carré, question. c'est- La ouais, vraie c'est trop question, carré. c'est ça. C'est La trop vraie carré. question, c'est que on est dans un système sportif en France où il y a énormément de qualité, attention, parce qu'on est quand même du fait que tu es obligé d'avoir des diplômes pour faire quoi que ce soit, ça aussi c'est un garde-fou. Mais il y a aussi tout un tas d'obstacles qui sont lourds et qui sont fastidieux. Il manque Ça, un la peu de folie. pesanteur administrative, Non, il manque un mais peu ça, de c'est les folie, Français, quoi. ça, Ouais, des- voilà, des- c'est voilà, exactement. Il Et- manque et- un peu de folie dans le. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est le côté Structuré, français. mais, ça. Après, c'est trop carré, je trouve. Après, Ouais. il y a un truc que vous oubliez aussi et sur lequel il faut vraiment appuyer. On a toujours les mêmes ennemis du Oui, c'est MMA clair, français c'est clair. qui existent depuis 25 ans, sont toujours là. Et la moindre faute, ils attendent que ça. Eux. Ils attendent qu'il y ait un blessé grave. Ils attendent qu'il y ait un mort. Alors là, le premier mort en MMA français, vous ne savez même pas combien de gens vont se frotter les mains parce que pour eux, c'est une bénédiction. Et donc, je pense qu'une fédération qui laisse un peu ce grain de folie, peut-être plus tard, mais pour l'instant, on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre accident. Il doit avoir la pression du ministère aussi. Hein, sur Ils ça. ont la pression du ministère. De la boxe anglaise, tu À part, plus vite à possible. part les gens, à part ces gens-là, Lionel et Johnny, qui sont au cœur du projet MMA au sein de la boxe anglaise, les autres sont détachés de ça, de la question MMA. Ils sont là parce que c'est un sport, ils voient bien qu'il y a un intérêt du grand public pour ce sport-là. Donc ils ont pris ça sous leur aile, mais ils n'ont pas pour ambition de garder la fédération de MMA indéfiniment. Eux, à la limite, c'est de l'accompagnement. Et puis dès que le MMA pourra voler de ses propres ailes, ils Ouais, vont par dire, contre, moi, une chose qui m'a interpellé, même tu étais là, Fred, tu sais, pendant la conférence au Bellator, Ouais. il y avait Lionel Brézéfin qui est là, donc lui, c'est le président de la. c'est pas le président. Non, c'est pas lui le président. Il n'y a pas de président. Non, mais du comité, enfin, c'est lui le responsable du C'est pas comité lui, de c'est MMA. lui C'est lui le responsable du ouais, MMA. ouais. Et aussi, il y a, le président, c'est la boxe anglaise, c'est ça Ouais. D'accord. Mais moi, ce qui m'a Interrogé. ouais, voilà, qui m'a interrogé, je trouvais ça curieux, c'est qu'en fait, tout le monde était aligné à la table et il y avait le représentant de la boxe anglaise qui était avec les gars du Bellator. Moi, je pensais que c'était Lionel, tu vois, parce qu'il est plus amené à parler du MMA que le représentant de la boxe anglaise. Ouais. Et j'ai vu Lionel qui était sur le côté et en fait, c'était le président de l'anglaise qui était là. Donc là, j'ai eu un bug en fait, j'ai pas trop compris en fait, tu vois. Ça montre aussi comment, tu vois, la hiérarchie quelque part. C'est-à-dire qu'en Ouais, gros, mais il y a tu une vois, hiérarchie, bien sûr, puisque
puisque c'est la fédération de boxe anglaise qui chapeaute le MMA. Donc c'était logique en même temps que le président de cette fédération, qui chapeaute le MMA, qui est une plus petite entité au sein de cette entité-là, tu vois, soit mis en avant. Ouais, mais est-ce qu'il est amené à parler du MMA? Il ne peut pas. Je veux dire, quand tu as une conférence comme ça, je veux dire, il y a des questions sur le MMA, il va répondre quoi? En fait, c'est ça. Il va passer la main. Voilà, c'est ça. C'est ça. Passer le micro. Voilà, donc, non, mais même pas, parce que Lionel, il était sur le côté, en gros, ils l'ont zappé, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'ont même Non, pas à mon passé avis, le il micro. y a comme des luttes de pouvoir Bah internes. ouais, c'est quand même. Et moi, ça m'a choqué, ça. rend Parce les que choses, moi, je pensais voir quand compliquées. même, bon, c'est lui le représentant, il sait de quoi il parle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Cyril, regarde, aujourd'hui, avec certes la reconnaissance, certes le sérieux auprès du ministère, mais n'empêche qu'une organisation comme le One ne peut pas venir en France, par exemple, parce qu'ils ont leurs propres règles, ils ont leur propre système de pesée, qui pour moi justement est bien, je ne sais pas ce que tu en penses, la double pesée, c'est pas mal, le ça. test là, pour savoir si tu es bien dans ta hydratation, pour savoir si tu es bien dans ta catégorie, extra, les règles aussi que je trouve bien, et puis ce mélange de genres qui pour moi serait salutaire, et les gens ils veulent, je ne sais pas ce que tu en penses, les gens ils veulent pas voir, sauf les puristes, mais ils veulent pas voir de la boxe, de la taille, du MMA, ils veulent voir du combat en fait. Si tu leur apportes le grand public, ils veulent voir des bons combats, peu importe tu vois, la discipline. Le One, donc, eux ne pourraient aujourd'hui, j'ai parlé avec l'un de leurs représentants, ils sont bloqués, ils peuvent pas venir en France par exemple. Mais en France, c'est trop compliqué, les gars. Ils ont des œillères. Je veux dire, même dans le Muay Thai, traditionnel, tu ramènes une cage pour faire du Muay Thai en cage avec des petits gants, mais jamais. Moi, je pense que vous comprenez, vous réalisez pas à quel point on revient de loin. Premièrement. Ouais, c'est vrai. Deuxièmement, les ennemis sont toujours là. Les ennemis du MMA qui ont du pouvoir et qui sont influents sont toujours là. La moindre faille, la moindre erreur de notre part, et quand je dis notre, c'est pas moi, c'est la fédération. Oui. Le ministère ne va pas se prendre. Là, si vous voulez, on est encore en test. Tu penses qu'on peut revenir en arrière? Bien sûr, c'est ça que alors, non, mais tu penses, regarde, par exemple, s'il y a un problème. On est en phase d'observation. Est-ce que tu penses, parce que moi, je pense que si jamais il y a un problème, un mort peut-être pas, mais je pense que franchement, je pense que ça peut difficilement, même une grosse blessure, je pense qu'effectivement, le MMA peut changer de main. Tu vois, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait, tu vois, pour les box pieds-points. Ils jouent sur plusieurs fédérations. Tu vois que là, aujourd'hui, par exemple, tu vois, tu as d'autres fédérations. La boxe pieds-points n'a jamais eu autant d'ennemis que le MMA a. Bien sûr, parce qu'il y a plus de business. Les ennemis influents. Non, mais on est d'accord. Ouais. Mais quand même, déjà, ça se passait comme ça. Avec le jeu, tu vois, des fédérations, on donne l'agrément ou la délégation de pouvoir, enfin, en gros, du pouvoir à une fédération, et puis on change pour une autre, et ainsi de suite, divisé pour mieux régner habituel. Et là, tu vois, par exemple, en l'occurrence, ils ont autorisé. Pourquoi le ministère autorise la lutte avec le grappling fight et la FFKMDA avec le Pancras à organiser donc des combats amateurs en cage, sous les règles du MMA et sans le nom du MMA, évidemment, qui reste à la boxe anglaise. Enfin, tu vois, encore une fois… Non, mais ça c'est une vraie question. Ça, je pense que c'est contre-productif, c'est déjà… Mais encore ça va diviser, ça va diviser. Oui, bien sûr. Mais encore, c'est une lutte de pouvoir, c'est une lutte de… Parce que tout le monde a envie de récupérer le MMA, parce que tout le monde… Et c'est pour ça que je vous dis aussi que c'est pas parce que c'est autorisé qu'on peut pas faire machine arrière. Parce qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses qui se passent en coulisses. Il y a aussi, encore une fois, des gens qui sont très influents dans le sport français qui veulent absolument que le MMA se casse la gueule. Ils vont se réjouir le jour où il y a un tétra, où il y a un mort du MMA. Parce que pour eux, tu as David Douillet qui a fait une sortie il n'y a pas très longtemps là-dessus, en disant que pour lui, c'est toujours pas un sport. Alors qu'il disait tout le contraire quand il bossait pour… Oui, non, mais c'est… et surtout que Gilles voulait récupérer l'affaire, parce que j'ai compris le MMA. Tu vois, donc il y a toujours ces luttes de pouvoir en coulisses, il y a toujours il y a toujours les ennemis qui sont là et qui essayent d'influencer pour que le MMA se casse la gueule et qu'on n'ait plus de MMA en France. Et qu'est-ce que tu penses? Toi, tu as pu parler à des gens du ministère, par exemple. Est-ce qu'ils pensent quelque chose là-dessus, ou est-ce qu'ils s'en foutent, ils attendent de voir, ou est-ce que pour toi, effectivement, ils attendent justement tu penses vraiment que c'est en phase test qu'on peut faire marche arrière là-dessus? Ouais, complètement. Ouais. On est en phase test.
on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. S'il n'y avait pas justement, les gars, on est sorti de 25 ans d'interdiction. C'est grâce à quelqu'un, c'est grâce à une entité qui était là et qui nous a bloqués. Faut pas l'oublier, ça. Il y a des gens qui ne veulent pas que le MMA ait une vie en France. Et ces personnes-là existent toujours. Est-ce que tu penses que c'est vraiment… Moi, je pense que ça va même plus loin que ça. C'est pas juste contre le MMA. Regarde, en boxe thaï, ils ont toujours… c'est toujours arbitré n'importe comment. En France, tu as toujours les coudières. Alors, regarde, le ministère peut pas arranger ça. 2, les fédérations de boxe thaï ne peuvent pas arranger ça. Ils ont toujours les coudières en pro. Il y a des fédérations de boxe thaï. Déjà, c'est un problème, ça. Il y en a 3. Ouais, mais en MMA, on ne prend pas le même chemin, là. En amateur, la cage et les frappes au sol, on est d'accord. Mais en professionnel, je pense pas. Il y a tous les attributs du MMA. Mais en professionnel, ils ne peuvent pas. Alors, le problème aussi des boxe pieds-points, c'est qu'en réalité, tu n'as pas de vrai boxe pieds-points. Ils n'ont pas un statut professionnel, en fait. Ils n'ont pas le statut professionnel. En pieds-points, ça veut dire promotionnel. Tu vois, donc ils jouent là-dessus. Il y a plein de. On en revient encore une fois au problème des fédérations. C'est même pas les fédérations en elles-mêmes, les gens qui représentent les fédérations. C'est la façon de gérer les fédérations par le ministère, tout puissant, donc par le pouvoir politique. Ça va changer, ça va être amené à changer parce que le sport va devenir professionnel d'une manière générale. Donc, ça ne sera plus chapeauté uniquement par le ministère. Et qu'il n'existe plus, il n'y a plus le ministère des Sports, par exemple. Oui, c'est un autre nom, je crois. C'est l'agence, je crois. Donc, à un moment donné, il va y avoir la bascule se fait lentement, mais il va plus. Enfin, ça va être compliqué d'interdire à un ONE FC de venir en France, par exemple, parce que ça va être voué à changer et que le sport professionnel qui est autorisé à l'étranger va forcément avoir à un moment donné la possibilité de faire des événements en France. Mais j'insiste là-dessus, on n'est pas à l'abri. Il y a toujours des gens qui voient d'un très mauvais œil la venue du MMA en France. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est légalisé, autorisé qu'on peut, ils ne peuvent pas dissoudre une fédération. Tu vois, ça c'est déjà vu. Après, bon, ça va pas arranger nos histoires à nous et puis ça va pas nous empêcher de pratiquer, mais ça serait dommage de faire une machine arrière toute, tu vois. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la fédération, comme elle est aujourd'hui, c'est une bonne chose. Il faut qu'elle soit carrée, même si ça casse les couilles à tout le monde de devoir faire X examens médicaux. Moi, je suis touché de la même façon que Daniel ou les autres coachs. Ça me fait chier de faire tout un tas de choses et de parcourir ce parcours d'obstacles, tu vois. Mais je pense qu'à moyen et à long terme, c'est ça qui va nous non, mais on n'a pas le choix parce qu'en fait, il doit y avoir une pression du ministère derrière, ça c'est clair. Donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur, je comprends. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un juste milieu, tu vois, quand même. Je trouve qu'on pourrait avoir… ça pourrait être un peu assoupli. Plus fluide. Plus fluide. Ouais, des fois, c'est vrai que… Mais c'est des questions politiques, encore une fois, c'est des questions… Peut-être avec le temps, ça va s'assouplir. Parce que sport déjà, français, de toute façon, tu l'as souligné, à partir du moment où c'est fédéral et que c'est géré par un ministère… c'est compliqué. Ça devient c'est soviétique, enfin, la gestion du sport fédéral. Même en Chine, ils n'ont pas ça. Et puis surtout que les mecs, tu regardes les mecs qui sont à la tête des fédés, des différentes fédés de sport, et pas que les sports de combat, les sports en général. Tu vois les mecs, la tête des mecs, on n'est pas sur du sportif de haut niveau, là, on est sur du bureaucrate qui n'a pas foulé un terrain de sport depuis 30-40 ans, qui est en costard, qui mange tous les jours gratuitement au resto. En fait, c'est beaucoup de théoriciens, quoi, en fait. C'est des apparatchiks. Ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés du terrain. Mais je vais te dire, même dans les médias français, je parle de médias sportifs MMA, tu regardes, par exemple, j'observais ça la dernière fois, tu regardes l'UFC, tu vois qu'ils ramènent beaucoup d'anciens combattants, il y a des coachs, un peu des gens du milieu. Tu regardes les médias français,
Mais regarde, il y a des gars qui n'ont jamais pris, ne serait-ce qu'une patate dans la tête dans leur vie. Ah, C'est-à-dire que, ouais. c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont déconnectés, ils parlent de choses, mais c'est que des théoriciens en fait. Et encore, t'es gentil, parce qu'il faudrait qu'ils aient des théories. Ouais, Et oui, là, non, c'est ouais, ouais. Non, c'est mais tu vois, des eh ben, c'est pareil, techniciens hein, de surface. c'est plutôt, pareil, hein, tu vois, en général. même dans les fédés, déjà, des fois, tu vois des anciens, ils sont restés à l'ancienne époque, quoi, tu vois. Ouais, et puis comme je dis, ils sont déconnectés du terrain. Donc c'est pas évident de gérer le sport français avec ça, quoi. Est-ce que pour vous, il y a une place pour les petites organisations, donc plutôt les organisations françaises, Ouais. tu vois, dans le paysage professionnel français? Parce qu'on voit quand même, tu as eu l'UFC, tu as eu le Bellator, tu vois que les orgas françaises, même le vieux de la vieille Hatch, tu vois, avec son 100% fight, bon, aujourd'hui, c'est un peu la galère. Non, mais si, ils ont une Hexagone place, MMA qui organise à l'étranger. Moi, je pense qu'ils ont une place ici, c'est important. Hein, parce Oui, ils que- auraient une place, mais est-ce qu'ils vont pouvoir se faufiler, tu vois, économiquement? Parce que ça, c'est autre chose. Là, Ça, c'est autre chose. c'est du rail parce que Ça, c'est autre chose. euh, Économiquement, je pense pas. est-ce Moi, que à mon l'économie, elle est là, tu vois, pour les organisations nationales? Bah ça décolle le MMA. Faut pas oublier que on va dire que c'est à partir de cette année que ça décolle vraiment. Que ça. Ça décolle, mais c'est pas un décollage vertical. Alors qu'on aurait pu croire que la frustration, tu vois, a été telle que. Bah, il y a l'épisode Covid. Faut Oui. pas. Et moi, je te dis honnêtement, je prends l'exemple du Brésil et des États-Unis. J'ai vécu là-bas. J'ai vu des organisations intermédiaires. Et elles sont là un temps et après elles disparaissent. Ouais, En fait, ça va jamais Il faut comprendre que, moi, je pense, hein, honnêtement, le MMA, je vois aux États-Unis et au Brésil, ils n'ont pas dépassé un certain seuil et ils ne dépasseront pas, en fait. Et ça va être pareil ici. Hein. Vous allez voir que là, ça monte doucement, mais à un moment, ça ne va pas dépasser. Ça ne sera jamais, par exemple, au même niveau que le foot ou même des sports beaucoup plus populaires. Ça va pas. Et les petits orgas, on en a besoin, mais elles vont exister, mais après elles vont disparaître. Il y en a d'autres qui vont. Elles vont vivoter Voilà, ou survivre. comme le quoi. jungle fight. Ouais. Tu te rappelles du jungle fight? Il y a encore le jungle fight au Brésil, mais c'est pas les premiers jungle fight par exemple. Il y a plein d'orgas comme ça qui se montent et qui se démontent. Il y a le Choto au Brésil. Ça vivote quoi. En fait, les petites orgas généralement, ceux qui les montent, c'est pour faire combattre leurs fighters. Et leur donner un record pour après les vendre aux gros orgas. Je le vois plus comme ça. Je vois pas comment ça peut, financièrement, comment ils peuvent gagner de l'argent. Parce que des fois, tu vois les billetteries, même les petits shows, il n'y a pas grand monde. Hein. Donc je sais pas, mais ça m'étonnerait. Ouais. C'est vrai que si tu regardes les pays étrangers, ouais, c'est pas. Il n'y a rien de miraculeux non plus. Non, quoi. Il n'y a non, pas c'est de, toujours, c'est de toujours les belles mêmes. petites organisations nationales. C'est toujours les mêmes que le Monopole. Ou alors dans les pays de l'Est, bon, c'est. Les pays de il y a l'Est, pas mal de. ouais, par exemple le Octagone MMA, mais bon, ils ramènent des 20 000 personnes. Non, mais déjà, ils remplissent bien. des salles Ensuite, incroyables. le financement. C'est hyper populaire. Tu sais pas trop quoi. Oui. Faudrait vérifier. Moi, quelle je pense que tu peux faire une organisation qui rapporte de l'argent à partir du moment où tu as des capitaux dès le départ qui te permettent d'investir dans la sur le long terme, médiatisation. La médiatisation de ton événement. Il faut qu'il y ait télé derrière. Hein, Si tu peux avoir de la médiatisation et donc de mettre de la pub un peu partout, tu peux construire. Parce que c'est quoi? Le MMA, c'est pas que le combat, c'est aussi un univers qui va avec. Tu es obligé de construire des stars pour créer un engouement chez les fans, pour qu'ils aient envie de payer des billets pour voir ton truc. Et donc, ça veut dire des investissements. Ça veut dire, comme ils font chez Ares, c'est-à-dire que tu prends des personnalités à droite à gauche, des influenceurs, des rappeurs, des machins. Malheureusement, aujourd'hui, le modèle économique autour du MMA, que ce soit en France ou ailleurs, ça passe par aussi les réseaux sociaux, les influenceurs, les youtubeurs et tout ça. Ça, c'est dommage. Mais en combattant même temps, populaire, très suivi. En même temps, force est de constater que tu es obligé de le faire. Si tu n'es pas déjà une maison comme l'UFC qui existe depuis 25 piges et qui a déjà une notoriété, tout le monde connaît l'UFC un peu partout dans le monde. Si tu n'as pas ce truc-là, tu es obligé de passer par la case les raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi? C'est engager des influenceurs, des machins, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, le MMA n'est pas arrivé encore à ce point où tu peux vivre sur des champions locaux, quoi, en fait. Tu vois, il faudrait qu'il y ait plus de
que le grand public soit plus touché. Mais c'est comme les Mais, sponsors. Les sponsors, moi j'entends, ouais, non mais si tu es aux États-Unis, tu vas avoir des sponsors. Mais c'est pas vrai ça. Dan, il a déjà combattu son sponsor. Ouais, ouais. Dan Anderson, je l'ai vu, j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'en fait, sponsor, rien du tout. Tu veux être sponsorisé en France, si tu as un pote qui a une entreprise qui est millionnaire, si tu aimes bien, lui, il va te sponsoriser. Tu vas aller voir Adidas, ils en ont rien à foutre de toi. Je veux dire, les gars, ils rêvent, quoi. Je veux dire, qu'ils te disent qu'ils sont sponsorisés, ça peut être par des potes, oui, mais c'est pareil. Et je pense que les gros shows, s'il n'y a pas des télés derrière, avec la billetterie, à la limite, peut-être ils arrivent à rembourser les frais, je sais pas, hein, mais à mon avis, c'est un peu bancal, hein, je te dis honnêtement. C'est pour ça que d'ailleurs, ils payent les combattants une misère et ça n'a pas évolué. Hein. Tu regardes les primes des combats, je sais pas si tu vois toi Cyril, dans les petits orgas, c'est quoi? C'est 1000 €, 500 €, 600 €? Ouais, parce que c'est des gens qui, qui organisent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Avant, on est d'accord, avant ou après la légalisation, ça n'a pas trop bougé quoi, à ce niveau-là. Moi, j'ai rien vu, moi. Pas pour l'instant, mais encore une fois, il y a eu 2 ans de Covid déjà, donc il ne faut pas dire ça fait 2 ans qu'on a démarré. On a démarré cette année en vrai, tu vois, avec on va dire l'abolition, l'annulation du pass vaccinal et tout ce qui s'ensuit et l'ouverture des salles de sport. C'est vraiment que cette année où on peut dire on vient de faire la première saison de MMA. Donc je pense que les organisateurs sont encore frileux parce qu'il y en a beaucoup qui ont énormément perdu aussi pendant cette période de Covid. Je pense qu'il y a des gens qui sont frileux, ils ont peur aussi. C'est un moment incertain quand même. On est une période, pour le sport en tout cas. Même ouvrir une salle, hein, ouvrir une salle, c'est compliqué de dire à un investisseur. Tu as eu le Covid aujourd'hui, tu as eu maintenant, tu as eu le Covid, là maintenant tu as la guerre en Ukraine, la guerre énergétique. C'est compliqué. C'est vrai que c'est un peu le joyeux bon. C'est compliqué pour un investisseur de se dire je vais investir, je sais pas moi, 3 millions d'euros dans une organisation de MMA. Avec le contexte qu'on a depuis. Ouais, parce qu'ils n'ont pas une vision à long terme, c'est pas possible, là, c'est trop. Donc ça, c'est propre au sport en plus. Hein, parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels tu peux investir entre guillemets. Sans avoir cette incertitude-là. Mais dans le sport, on a été, je sais pas moi, pendant 2 ans, sur 2 ans, j'ai été fermé 18 mois, moi, tu vois. Donc, oui, mais ceci dit, tu regardes même les orgas européennes, hein, moi je ne parle pas spécialement en France, hein, tu vois les primes, j'ai l'impression que ça descend, plus ça va, quoi. Je veux dire, c'est misérable. Les gars, ils vont combattre, hein, pour pouvoir faire un Sherdog, pour pouvoir monter, aller après dans des gros orgas. Tu parles du Cage Warrior, c'est déjà, tu vois le Cage Warrior, mais même pas, je vais te dire une orga qui est très connue aux États-Unis, qui s'appelle le LFA maintenant. Avant, c'était l'ancien RFA. En fait, c'est une passerelle pour pouvoir aller à l'UFC. Écoute, moi j'ai déjà eu des propositions pour les combattants, je connais l'organisateur, je travaillais pour lui à la Black House. Tu sais combien il te paye? Il te paye 1000 $, mais écoute bien, tu payes ton billet d'avion et ta bouffe et tout. Hein. Je veux dire, tu n'as que 1000 $. Ouais, c'est gratuit. T'imagines l'investissement? C'est-à-dire que tu vas avec ton coach, tu es obligé d'investir pour. En fait, c'est toi qui payes pour combattre. Parce qu'ils ont. Comme t'es carrément de ta poche, tu vas avec ton coach. Oui, mais parce que comme ils passent à la télé, un peu comme le Cage Warrior, qui est très. C'est pareil, c'est une passerelle pour l'UFC. Donc les gars, ils y vont. C'est la carotte, mais à la fin, tu n'es pas sûr de gagner. Il y en a très peu qui gagnent. Tu vois, donc en fait, ça évolue jamais. Donc toi, en tant que coach, ta situation, laisse tomber. Si tu n'as pas un job à côté, c'est compliqué. En tant que combattant, voilà, c'est quand même. Faut pas oublier que quand tu rentres dans une cage, c'est dangereux quand même. Hein. Tu mets ton intégrité physique en jeu. Il peut se passer un truc mauvais à l'intérieur pour 1000 balles, quoi. Voire 500 balles, hein, j'irai pas. Pour moins 1000 même. Moins 1000, Anderson Silva, Jack Paul. J'ai vu le combat. Donc j'ai vu le combat. Anderson, ce que j'ai vu, c'est qu'Anderson, complètement au-dessus de lui techniquement. Les déplacements, vraiment, Anderson, sauf qu'il manquait de volume de coups, en fait. C'est pour ça que, parce que franchement, Jack Paul, dégueulasse. Hein. Puissant, il a le cardio, il est jeune. Bon, il s'entraîne, mais techniquement horrible. Sauf que bon, il avait plus de caisses et il mettait plus de coups à Anderson. C'est pour ça qu'il gagne. Hein. Anderson a gagné, je crois, 3 ou 4 rounds. Mais voilà. C'est sur le dernier. Oui, il se prend, c'est au dernier round parce qu'il envoie un enchaînement interminable. Un bon don, quand même. Oui, mais parce qu'en fait, il ne s'est pas arrêté d'enchaîner, il a pris un contre. Mais honnêtement. La décision a été discutée Non, il a gagné Jack Paul, il a touché beaucoup plus. Anderson, c'est l'âge aussi. Hein.
Il a À 47 ans, ouais, 47, 48 ans. T'avais parlé un donc, peu avec lui ces derniers temps ou pas? Oui, je parlais sur les combats qu'il gagnait. À chaque fois, je le félicitais, il me remerciait. Mais là, sur celui-là, non, j'ose pas lui envoyer un message. Pour l'instant, je le laisse un peu digérer la défaite. Je vais pas lui envoyer une phrase bateau. T'inquiète pas, tu vas revenir. On a rien à foutre. Hein. Tu vas revenir Il a plus fort. 47 ans, il est millionnaire. Il a fort, pris un bon billet. plus voilà, vieux. quoi. Ouais. Ça remet pas en cause toute sa carrière. Je veux dire, tu le vois se déplacer, il est vraiment félin et tout. Mais bon, il a pu. C'est normal. Tu arrives à un âge, tu t'encaisses plus. La capacité d'absorption, elle n'est plus la même. Hein. Je veux dire, tu peux pas. Ton menton. C'est un ancien quand même. Hein. Ah ouais. T'as vu le combat, toi, Cyril? Non, j'ai vu un highlight du combat. Alors moi, je voyais Jake Paul, avant le combat, je voyais Jake Paul gagner par KO. Juste parce que j'ai vu les prestations de Anderson Silva ces dernières années. Et que, bon, bah, à part le combat contre Chavez où il nous a fait plaisir un peu. Mais dans l'ensemble, il a quand même, tu vois qu'il s'essouffle, quoi. Il s'est essoufflé. Il prend plus les coups, ça fait un bout de temps déjà. Mais ouais, il est plus, il est en autopilote en fait. Tu vois, c'est plus le même Anderson Silva qui a qui avait cette, tu vois, magie, cette magie, tu vois. Ah ouais, toutes les variations et tout, c'était. Voilà, donc il y a ce talent qu'il avait, et ce talent prodigieux qu'il avait, et qui faisait qu'il était vraiment à part par rapport aux autres. Ça y est, là il est en autopilote là. Moi, j'ai trouvé que là c'était flagrant sur ce combat, il était vraiment plus lent. Enfin, c'est pas le. Oui, il pouvait pas mettre un volume de coups parce qu'il se fatigue rapidement. Tu voyais quand il enchaînait, après il s'arrêtait et l'autre il prenait le dessus. Bah, c'est normal aussi. Je pensais qu'il allait gagner par KO, Jake Paul. Alors, il y a plein de gens il y a beaucoup de néophytes qui disent que c'était un combat truqué. Comme moi, toujours, moi je pense pas. comme toujours, hein, comme on a vu contre Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Tout le monde disait que c'était, enfin, beaucoup de gens disaient que c'était truqué. Je pense que ces mecs-là, c'est du matchmaking, hein, c'est uniquement du matchmaking. C'est-à-dire que Jake Paul, il sait Anderson Silva à quel niveau il est. C'est le bon timing, voilà, c'est la bonne discipline pour lui. Exactement, c'est le bon style, le bon timing. Il a une grosse réputation, mais en même temps, on est loin de l'Anderson Silva d'il y a 15 piges. Donc c'est le bon moment pour se matcher avec lui, tu vois. Non, mais c'était bon pour les deux, hein. Les deux ils gagnent là-dedans. Oui, bien sûr. Il a pris un bon billet quand même. Hein. Il a pris un bon billet, mais il ternit un petit peu son image aussi, Anderson Silva. Donc quelque part, sa légende en prend un coup quand même. Ouais, c'est dommage d'avoir fait ce combat contre Chavez, donc contre un boxeur qui avait ce parcours-là en anglaise, et du coup de perdre comme ça contre Jake Paul. Et de se prendre un down en plus, ça fait. Ouais. Mais c'est vrai, c'est une question de timing à tous les niveaux. Quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est du bon matchmaking. À mon avis, ils ont une liste de combattants. Avec des stratèges autour c'est presque algorithmique le truc. Attends, comment il s'appelle Holyfield contre Belfort? Tu l'as vu le combat? Holyfield Belfort. Il a 60 ans, c'est pas du combat. Attends, l'autre il le met KO, il était comme ça, Belfort, on dirait qu'il avait gagné la ceinture de championnat du monde, le gars. Attends, Holyfield, il était plus là, quoi. Même au pas d'ours avant, j'avais peur pour lui. Hein. Quand tu le voyais taper au pas d'ours, Holyfield, ça faisait flipper. Non, mais c'est une question de. Pour moi, pour moi, c'est un mec qui s'entraîne dur déjà, Jake Paul. Il a le mérite d'aller dans un ring et de se taper avec des mecs. Même si il est jeune et qu'il a, je crois, 26 ans, un truc comme ça, c'est pas une science exacte. C'est pas parce que tu es plus jeune et que tu t'entraînes fort que tu peux te rencontrer un Anderson Silva et d'être sûr de gagner. Donc, il a le mérite d'avoir les couilles de rencontrer ces mecs-là, les mecs qu'il rencontre. Après, c'est du matchmaking, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies, il y a c'est du matchmaking, c'est de la stratégie marketing aussi. Lui, il est clairement là pour faire de l'oseille. Et puis faire parler de lui, faire le buzz. Ils appliquent un peu là-dedans ce qu'a fait Mayweather les 10 dernières années de sa carrière.
justement, ou en prenant les bons gars au bon moment. Ouais. Je pense Mais Weather contre son frère a fait plus de thunes quand même. Là, il y avait quand même moins de. D'après ce que j'ai vu, il y avait beaucoup moins de pay-per-view. Mayweather contre Conor, ça a posé vraiment les bases, le modèle économique pour tout ce qu'on va se taper maintenant, tu vois. Mais moi, je l'ai vu ça en République tchèque. Je t'en avais parlé. J'étais allé avec. People, c'est ça. En fait, je suis allé avec Elias Giroud. Il avait combattu au XFN. La salle blindée, 20 000 personnes. Mais quand je te dis, il n'y avait même plus de place pour s'asseoir. Les mecs sont restés jusqu'au bout pour voir le combat de boxe. Dégueulasse. Contre un rappeur et un youtubeur, bagarre de rue horrible, quoi. Mais les gens, ils ont kiffé, quoi. Les bagarres, c'est ça, c'est ça qui a ramené tout ce peuple. Hein. La baston. Si tu regardes, ça a toujours existé, sauf que ça a été moins médiatisé. Dans toutes les régions du monde, il y a eu Mohamed Ali contre Inoki. Au Japon, dans les années 70, je crois. Comme ça. 70, Donc, ou dans les années 80, bon bref. T'as toujours eu des trucs. Avant, t'avais Helio contre un tel au Brésil, Zulu, je sais pas qui. Oui. T'as toujours eu des matchs de freaks qui étaient là pour faire de la pub et pour faire de l'oseille. De toute façon, même les origines de la source de l'UFC, c'est ça aussi, quelque part. Sûr. Ouais. Donc moi, ça me dérange pas, moi. Ça me dérange pas dans le sens où c'est du business. Ça fait parler de la discipline. Exactement. Ça fait parler de la discipline. Après, sportivement parlant, de voir un Anderson Silva vieillissant se faire taper par c'est dommage, un petit con de 26 ans. C'est vrai que c'est un peu rageux. C'est un peu rageux. Après, il a envie, je pense que c'est... Attention, Anderson, il a vraiment envie. Anderson, c'est un gars, il s'entraîne tout le temps. Il a une hygiène de vie nickel. Il ne boit pas, il ne fume pas. Son seul péché, c'est de vouloir démonter toutes les meufs au monde. Moi, il me l'a dit. Je te ressors la même phrase qu'il m'a dit. Je te jure, j'ai halluciné. Il m'a dit, Daniel, je vais essayer de me taper. Je sais que je ne vais pas y arriver, mais je vais essayer de me taper toutes les meufs du monde. Okay, d'accord. Putain, j'ai halluciné. Mais c'est ce que je te dis. Mais c'est un passionné, il aime la boxe. Il a toujours aimé la boxe. Même c'était en 2009. Il devait combattre contre Roy Jones Jr. Dana White n'a pas accepté. Je me rappelle, c'était à l'époque où il avait combattu. Peut-être qu'il est amer aussi là-dessus. Il aurait dû avoir ce premier combat comme ça. Il y avait une sacrée somme en jeu. Bon, pour l'époque, c'était vraiment une sacrée somme en jeu. Et donc, c'est un passionné de boxe. Il aime la boxe. Il s'entraîne beaucoup avec les gars de la Bailly. Ses fils ont l'air pas mal d'ailleurs. Oui, ils sont pas mal. Un de ses fils, mais il a pris un KO violent. Vous l'avez pas vu au Brésil. Ouais, c'est le plus grand. Il est technique. Il est tombé sur un mec assez. Un bagarreur. Ouais, il a pris un sacré KO, mais voilà, c'est le fils d'Anderson. Le mec, il voulait lui arracher la tête, quoi. Mais ils sont techniques, ils sont athlétiques. Ils ont un bon coup d'œil aussi. Non, mais voilà, exactement. Mais bon, Anderson, ça reste quand même une légende, quoi. Mais il aime ce qu'il fait, justement, ce type de combat, est-ce que ça va arriver en France? Ça arrive, non? Clairement, parce que t'as quoi? T'as Ragnar qui doit combattre. C'est quoi ça, à l'Ares? Et puis il y a eu à une époque des pourparlers Caris contre Booba, tu vois. Ouais. Donc il y avait déjà les prémices. Ça aurait ramené du monde, ça. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais qui te dit que ça va pas se faire un jour ou l'autre à une célébrité avec du calibre de Booba qui va se rencontrer. Peut-être un combat peut-être intéressant à organiser. Cyril Diabaté versus Fernand Lopez. Pourquoi pas ça? Il faudrait que je perde du poids ou que lui, il grossisse, tu vois. Écoute, sur ce coup-là, je peux t'aider, je te jure, je te coach gratuitement. On fait un gros catchweight, on fait un bon catchweight. J'ai déjà la stratégie. Moi aussi, j'ai la stratégie. J'ai déjà la stratégie, mais toi aussi, je pense. J'ai déjà la stratégie. Et pour clore le podcast, est-ce qu'il y a des combats que vous attendez, et puis l'actualité de vos deux équipes? Alors, prochainement, on va participer à la Supreme League, donc tournoi français des équipes amateurs, des plus gros clubs français. Donc j'ai hâte parce que c'est vraiment un événement que j'aime. On l'a fait 2 fois, je crois déjà. C'est Hatch qui organise ça. C'est Hatch,
Et c'est une belle petite compète, tu vois. Ça a commencé d'ailleurs, hein, les premiers combats, les premières sélections ont commencé. Ça donne de l'engouement à l'équipe, tu vois. Tout le monde a envie de participer déjà. Sur quoi on peut suivre d'ailleurs? Je sais que il y a la chaîne YouTube, il y a la chaîne du YouTube, 100% Fight. Ouais, Et c'est gratuit, il Donc, faut Hatch. payer des places, comment ça se passe? Et il y a un Non, site, il y a un site aussi, on peut prendre Ouais. des pay-per-view, ouais. exact. Et les pay-per-view, Et le niveau, 100% fight. là, ces dernières années, enfin surtout cette année, j'ai vu vraiment un bond hallucinant dans le niveau des amateurs. les amateurs, ouais. Il y a vraiment les prochaines générations de combattants MMA Ouais, elles vont être professionnels. solides. Elles vont être solides. Ça va être. On a vu ça en Bulgarie aussi. Hein. Ouais, En ouais. Bulgarie, là, Oui, clairement, c'est vrai que ça explose Même totalement. au championnat Le niveau d'Europe. Ouais. Et la quantité, hein. Ouais, ouais, il y a un gros volume de combattants. Ouais. Ben, en Belgique, ils ont fait pas mal de combats amateurs à l'Atomique Ouais. avant le. Il y avait des sacrés combats. Hein. Ouais, c'est vrai, Ils faisaient sans protection en plus. Et à certains niveaux, on aurait cru que c'était des pros. Ouais. hein. Ouais. Et Là, il y a eu un gros combat justement de. Il y avait le Grizzly, là, tu peux nous parler de Ouais. ce combat justement, on peut retrouver sur la chaîne. Ouais. Donc c'est Ultimate Amateur Ouais, 4. c'est le Grizzly, c'est un de mes gars. Djibril, c'est un ancien champion de boxe thaïlandaise, tu vois, qui a une bonne petite carrière en Muay Thai, qui a été plusieurs fois titré, et qui se lance un défi maintenant. Il a 36, je crois, ou 37, un truc comme ça. Qui se lance un défi maintenant de se convertir au MMA, un peu comme Doumbé, tu vois. Mais lui, il passe par la case amateur Ouais. pour d'ailleurs gommer tous les défauts qu'ont les strikers qui se mettent au MMA, c'est-à-dire l'hésitation déjà. Ah, je vois qui c'est. Oui, oui, oui. C'est un bon combattant de Muay Ouais, Thai. Oui, ouais. oui, L'hésitation déjà, parce que quand tu es striker et que tu sais que le mec il peut te plonger dans les jambes à oui. tout Ouais, moment, t'arrives pas à te libérer. Ouais. t'arrives pas à libérer. Et il l'a vu pour son premier combat, donc on est content d'être passé par la case amateur, tu vois. Tu veux poursuivre ça justement, tu te dis ce serait bien qu'il fasse 3-4 combats comme ça amateurs. Même pas, ça se trouve. Parce que là, il travaille sérieusement. C'est un mec qui s'entraîne bien, tu vois. Donc là, pour Depuis combien de temps? Pardon. Depuis combien de temps il s'entraîne comme ça Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an qu'il est avec nous. Il a commencé à venir avec nous en plein Covid. Et puis c'est un mec qui se donne les moyens. Il s'entraîne bien, tu vois. Là, il combattait en 84. C'est un vrai. Quel est son poids réel Il est. Non, là, il combattait en 77. Oui, Ouais, il est plus léger. Ouais. Ouais, non, ouais, c'était pas en, Français. Ouais. c'était en 77 qu'il faisait ce combat, c'était pas en 84. Non, mais il est pas très Non, élevé. non, en non, poids, mais à lui, hein. l'origine, oui. Mais là, Ah, c'était non, en là, il était 84. en 84. Ouais. Là, il était Parce en que c'est en 80. amateur, ils ont pas cuté. Ouais, les exactement. agneaux. ok, Donc là, d'accord. il n'a pas cuté, exactement. Parce qu'en Muay Thai, il combattait pas en. Non, il était plus léger, ouais. Il était Ouais, plus il était léger, léger, à ouais. 75, Oui, oui. 77. Ouais. Ouais, ça. Mais donc là, il était à 84 kilos parce qu'il n'y a pas de cut. Mais bon, on a eu un adversaire, il s'appelle Jordan, il me semble, de la old school. Théo Boudin. Ah, voilà, c'est Voilà, ça. Théo Boudin, ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Ouais. Qui était, ils ont fait un combat de ouf. Un gros, ouais. Ah ouais, du Un tonnerre. gros combat de ouf, Ah ouais. qui a soulevé toute la salle d'ailleurs. Il y a eu des rebondissements du début jusqu'à la fin. Et donc ça, c'était vraiment, le pied à l'étrier pour sa carrière MMA. Il est motivé, il est dur au mal, il tape fort, il a une belle boxe. Faut juste qu'il se débarrasse de l'hésitation en tant que striker qui a peur d'aller au sol. Et je pense qu'il va faire des gros trucs là. Il était il était à la salle tout à l'heure encore. Il faisait des rounds justement en pied-point takedown et il fait des belles choses. Il expérimente aussi sa lutte. Donc il fait des beaux takedowns maintenant. Donc ça c'est bien. D'accord. Il a fait de la lutte avant déjà Non, en plus pas de du la tout, boxe, non. pas du tout. Non, non. Ouais. Et donc, mais bon, c'est un mec qui apprend vite, tu vois. Ouais. Ça, Oui, ouais. puis c'est un super athlète et tout. Ouais, donc, De toute il façon, a les une gars du condition Muay Thai, parfaite. tu sais, avec le clinch et tout, ils ont quand même une base solide. Ouais. Ouais. Et donc il y a lui, il y a aussi Toto qui revient de blessure. Oui. Qui va faire Ah, il avait quoi? Ouais. Il avait une déchirure du ligament du genou. D'accord. Donc ça, il a mis du temps à s'en remettre. Ouais. Mais bon, c'est un Ah, mec super. costaud, donc Non, mais il est bon, revenu. lui aussi, il est toujours aussi motivé et tout. Ouais. Parce que, ouais. Je pense que cette année, j'espère qu'il va faire une dernière année en amateur là. Et puis après, on va le mettre au. J'aimerais qu'il arrive en pro avec vraiment un haut niveau de son potentiel. Tu vois. Là, il va faire les championnats du monde de sambo là, Ah, d'accord. dans de 2 Sambo. semaines. Ouais.
Il fait championnat du monde de Parce sambo. qu'il est dans toujours le- en équipe de France Ouais, MMA de aussi. sambo. Ouais. de sambo MMA, ouais, et ouais, bien MMA. sûr. Ouais. Donc il fait les championnats du monde de sambo. J'espère qu'il va faire un podium, si ce n'est champion du monde, ça serait magnifique. T'as pas mal de combattants amateurs alors, toi, non? Ouais, j'ai pas mal, ouais. Et Louis Laurent aussi, qui va faire le championnat du monde de sambo dans 2 semaines. Donc Qui ça, continue le MMA lui aussi, Ouais, il est ouais. toujours. Hein. Lui, je pense que c'est la dernière année qu'il va faire les championnats du monde de sambo et puis qu'il va se consacrer pleinement Ouais, MMA. au MMA. Ouais. Et puis j'ai Miguel aussi, qui est très très fort, qui a un 61 kg. Les champions de France de MMA ouais. amateur. Ouais. Voilà, qui a aussi cette hésitation du striker. Donc on n'est pas loin là, on n'est pas loin de s'en être débarrassé complètement. Il fait vraiment des belles choses en boxe. Il commence à faire des beaux takedowns, il commence à avoir une très belle défense de lutte. Donc bientôt, pareil, on va le faire. Tu dirais toi qu'il faut combien de temps à peu près pour se débarrasser, pour gommer vraiment Ça dépend de tes aptitudes. Ouais. Tu vois, on pose souvent ces questions, en combien de temps tu penses que ça dépend, c'est individuel, tu vois. Il y a des mecs qui On est d'accord, avant un an c'est d'entraînement, compliqué, sérieusement, c'est ouais, impossible en fait. C'est compliqué. Si tu viens du striking complet, tu n'as jamais fait de lutte, Ouais. avant d'avoir une défense C'est- solide en lutte, Ouais. si tu y arrives en un C'est au an, moins c'est 2 que ans pour. ouais, Il y a si trop t'es- d'automatisme à corriger. Ouais, exactement. Donc si tu y arrives en moins d'1 an, c'est que tu es prodigieux. Voilà. Ça peut exister, hein. Il y a Ouais. des mecs, ils arrivent, et ils apprennent super vite, tu vois. Ouais. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est compliqué. Et Daimo aussi qui est qui est en pro, lui. Daimo qui est en pro, qui va faire ses prochains combats là avant la fin de l'année, j'espère. T'as combien de combattants, Cyril? T'as beaucoup de combattants? En pro, entre guillemets, j'en ai, je pense, une dizaine. Ah oui, quand même. Ouais. Et en amateur, je pense une bonne quinzaine, tu vois. Ah, ça fait beaucoup de monde. Ouais. Ouais. C'est pas évident à gérer tout Ah ça. non, mais- non, c'est dur. Ouais, j'avoue. Ah, c'est un boulot. Hein. Ouais, c'est un boulot. vrai C'est boulot. un boulot à plein Ouais. temps. Et, Bah, dès que tu gères de l'humain, tu Ouais, vois, c'est compliqué. en plus, ouais, c'est ça. Parce que c'est pas De qu'à la l'humain salle. et en plus pour, enfin, C'est pas qu'à la salle. en Tu plus, joues hein. pas, Tu ouais, vois, tu les joues pas à la balle. messages, Ah ouais. C'est pas qu'à la salle. En fait, c'est ouais, Ouais. ils rentrent, Ouais. bien sûr, ils ont toujours besoin de conseils sur n'importe quoi. hein. Donc, des fois même pour faire un passeport. Parce que quand tu fais un sport de combat à haut niveau, que ce soit pro ou amateur, tu fais pas qu'un sport en fait. On est d'accord. Non. Tu fais pas qu'un Non. sport. Non, tu fais pas qu'un sport, et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'unité que tu crées autour de toi, tu vois, ton groupe que tu crées autour de toi. Tu as besoin de ce groupe. Ouais. Tu as besoin de ce groupe, parce que c'est un sport qui est vraiment compliqué, qui est ingrat aussi, et qui suscite énormément de doutes. Je pense que plus qu'en boxe, parce qu'il y a tellement de facteurs et de compartiments qu'il faut maîtriser. Ouais, une tu grosse vois. incertitude quoi. C'est, Et donc il y a beaucoup plus qu'en boxe, parce qu'en boxe, bon, bah, tu as un mec, il a 4 membres, voilà, tu sais à peu près ce qui va se passer, tu vois. Surtout en boxe anglaise, bon voilà. Voilà. Ah, t'as les crochets, les directs, les uppercuts. Voilà, donc en MMA, il y a plein de Il y a trucs trop à de trucs, gérer, il y a ouais. plein qui sont potentiellement vecteurs de doute, tu vois. Et donc, j'ai l'impression qu'en MMA, plus que dans les autres sports de combat, tu as ce côté-là aussi quand tu es coach, il faut absolument booster tes gars, leur donner confiance en eux, effacer ses doutes, et c'est pas toujours évident. C'est Ah ouais, il faut beaucoup parler, Ouais. aussi protéger les sparring, parce que moi ce que je vois, ce que j'ai remarqué, c'est que tu sais, t'as des gars à l'entraînement, en fait ils servent que de sparring quoi. Il y en a, ils n'aiment pas spécialement combattre, hein, mais c'est des très bons sparring. Et moi je dis à mes combattants à chaque fois, faut pas blesser les sparring. Le gars il vient, il met son corps, si tu le blesses, il est T'auras plus plus de là, sparring, on n'a plus de sparring, tu vois. Arrêtez de taper comme des bourrins quoi. Je veux dire, l'idée c'est pas de faire mal à l'autre, tu vois. Parce que moi j'ai des gars, ils sont assez bourrins. hein, Pas en sparring. Ouais, c'est vrai parce que. Non, pas en sparring, mais parce que moi je fais pas trop de sparring dur. J'ai changé, hein, parce qu'avant je faisais des trucs de boucher, tu vois. Mais avec le temps, on Ah, t'as évolue. eu un Team Quest d'ailleurs. Voilà, Team Quest, laisse tomber mon gars. J'ai vu un mec, il a pleuré, il a enlevé ses gants. hein. Je dirais pas de nom. hein. Et il voulait plus s'entraider avec moi, le mec. Mais enfin, j'ai vu des mecs tomber raides, c'était l'enfer quoi. Et si tu veux, donc j'ai essayé de changer, hein. Moi aussi, à Team Quest, j'ai fait pleurer des mecs là-bas. Putain, c'est chaud. À la Team Quest, ah oui, beaucoup de KO. Et des KO durs. hein. Moi, je me rappelle, c'était Sam Alvey. Et il n'est plus à l'UFC, là. Sam Alvey, The Smile. Ouais. Une fois, et je me rappelle, comment il s'appelle l'autre qui avait fait l'Ultimate Fighter?
Tu sais qu'il serrait plein de meufs, il venait toujours avec des meufs. Il n'avait pas de dents aussi. Tu le connais. Frankie Lester. Frankie Lester, voilà, très populaire. Et une fois, il vient avec sa copine, et il y avait Tarek Safedine que j'entraînais, on faisait un sparring, et il y avait Sam Alvey. Il dit, je veux rentrer dans le sparring. Je lui dis, écoute Franck, ça fait longtemps que tu n'as pas repris, je ne te conseille pas. Parce que les gars, là, ils arrivent en fin de prépa, ils sont à 200%. Si, je veux mettre les gants. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Mais un casque quand même, tu vois. Heureusement, les mecs... Il y avait sa copine. Il y avait sa meuf qui était là, tu vois. Ah, putain, ça a été chaud. Le final, il n'était pas beau. Hein. Et Sam, il envoie, t'as vu, Sam, il est tout tordu, mais des fois, en fait, tu n'arrives pas à comprendre sa boxe. Mais il tapait fort. Putain, il lui envoie un high kick, tibia pleine tête. L'autre, KO dur. Mais KO dur. Il était par terre. Et après, il se réveille. Et tu sais, on lui enlève. Il nous insulte, déjà, tu sais, quand il se réveille. Il nous insulte. Ah, motherfucker, man. Je lui dis, je t'avais dit. Ça me fait. Il est parti et tout. KO dur. Mais un KO dur. Je te dis. Les mecs, c'est des barjots, quoi. L'autre, il lui a mis un kick pleine bourre. Donc, moi, c'est fini ce temps-là. Maintenant, je fais très peu de sparring dur, mais il y a des accidents, tu vois, parce qu'il y en a qui, des fois, ils n'arrivent pas à se contrôler, surtout ceux qui commencent. Et il faut préserver vos sparring. C'est ce que j'essaie de passer. Parce qu'eux, ils sont là tous les jours pour t'aider, tu vois. Si tu flingues ton sparring, tu vois, et vice-versa. Et pareil, tu as combattu, c'est parce que tu as combattu que tu dois partir. Les autres aussi, ils ont besoin de toi, tu vois, donc il y a un roulement, tu vois. Parce que tu as vu, des fois, il y en a qui combattent, qui disparaissent. Non, il faut que tu reviennes aider tes camarades, parce qu'il attends, c'est une solidarité, quoi. C'est un esprit d'équipe, tu vois. Donc il faut que tu gères tout ça, je te dis pas. Hein. Et puis d'autres problèmes, c'est vrai que c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot de capitaine, quoi. C'est un boulot à plein temps, tu vois. Tu es très sollicité, en fait. Tu vois, c'est... vrai. Il faut ménager les égos et tout, enfin bon... Ah ouais, t'as des cassos un peu, quand même, tu vois, c'est sport de beaucoup combat, de tu vois. cassos. Moi, j'ai travaillé au Brésil, je te dis pas les cassos que j'ai eus. J'ai eu des cassos de malades. Une fois, j'avais un gars, comment il s'appelait il l'appelait Holyfield, parce qu'il ressemblait à Holyfield. J'étais avec Minotaur, il combattait à Sao Paulo. Le mec, son boulot, tu sais ce que c'était son boulot, lui? C'est avec des masses, il tuait les animaux, quoi. Ah, un abattoir? Oui, un abattoir. Pour tuer un bœuf, il me disait qu'il fallait 4 coups de masse. C'est ça qu'il me racontait. Daniel, avec 4 coups de masse, j'arrive à lui péter le cerveau. Et je le regardais, il me faisait flipper, j'étais dans la même chambre que lui. Le mec, bizarre, il parlait presque pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le gars, une fois, on était dans le coin, j'étais avec Minotaur, je lui jette de l'eau, tu sais, on fait ça en Muay Thai. Tu sais, l'éponge mouillée, je lui jette de l'eau comme ça, tu sais, ça te rafraîchit. Tu sais, quand je combattais, il me faisait ça, mon prof, j'étais, tu vois. Lui, je lui fais ça, mon ami, l'erreur fatale. Il voulait tuer. Me jette pas de l'eau, j'aime pas qu'on me jette de l'eau en plein combat, tu sais, putain. Tu croyais qu'elle allait sortir une masse? J'ai cru qu'elle allait démonter, quoi. J'ai dit dans la nuit, il va mettre des coups de masse, tu vois. Non, mais putain, t'as des cassos, hein, quand même. Mais bon, ça fait partie. Mais c'est une vie sympa, quand même, on se marre. C'est pas mal, c'est pas mal. L'actualité. L'actualité, donc j'ai Romain Desbiennes et Mathieu Leto-Duclos qui combattent à l'Hexagone, MMA. Prochain Hexagone, en qui va janvier. être Porte de la Villette, au Zénith. Au Zénith, hein, c'est ça. Donc super chaud, un très beau show. Ouais. Mathieu a combattu en Allemagne, là. C'était un co-event, ils appellent ça. Comme un event. Ouais, voilà, en fait, c'était avec le GMC. Ouais. Franchement, c'est très bien organisé. Je crois que il y a Anthony Rea qui gère avec Jérôme Porut. Anthony Rea, c'est plus la partie. Et c'est Nicourt maintenant, Mathieu Nicourt. Mathieu Nicourt aussi en matchmaking. Il y a Anthony Rea, bon, un combattant très connu. Hein. Ah ouais. Un ancien, très sympa. Je l'ai connu là-bas. Ah oui. Et Jérôme Porut aussi, qui est le boss du show. Donc, non, très très bien. Donc, Romain et Mathieu combattent là-bas. Ensuite, normalement, on a une date pour Benoît, le 18 février. Je peux pas, on attend la réponse de l'adversaire. Adversaire plus solide que ceux qu'il a eu. Donc, une bonne intéressant. Un top 30 à peu près. D'accord, ouais. Ça serait à Las Vegas. Donc pour Benoît Saint-Denis à Las Vegas, UFC Las Vegas. Voilà. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Vegas. Hein. Ça, tu peux le dire à Cyril, lui, il connaît par cœur Las Vegas. C'est vrai. Il est reconnu quand il arrive là-bas, il y a sa pancarte. Cyril, je suis là. Et les gamins derrière qui sont comme ça. Là-bas, c'est pas le snack, c'est le loup blanc. Ouais. D'ailleurs, Cyril a fait, t'as fait coach à l'Ultimate Fighter. Hein. Ouais, nous sommes les 2 seuls Français à avoir fait ça. Et à l'ancienne salle, elle n'existe plus la salle. Hein. Ah ouais? Ouais, ils ont tout mis à l'Apex. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont viré, tu vois, tous les tableaux qu'il y avait. En fait, ils ont tout mis à l'Apex. Je crois qu'il y a plus cette salle. Tu vois, donc voilà, il n'y a que nous et voilà, on reste gravé dans le marbre. Bah super.
On va finir là-dessus. Je sais pas, vous avez un petit mot de la fin chacun ou Non. L'aventure continue. L'aventure continue. Hein. Non, content de voir l'explosion du niveau en France en MMA, en amateur. Content aussi d'avoir vu Mansour Barnaoui faire sa prestation. Ouais, gros retour de Barnaoui. C'est un combattant qui n'est pas du tout connu en France. Très fort, très fort. Mais je pense que c'est, toute catégorie confondue, c'est un des meilleurs combattants français qu'on ait eu. Ouais, du moins 70 pour moi. C'est il est venu tourner. Il a tourné, il est venu ouais. de temps en temps tourner quand on était à Venom à l'époque, très solide. Hein. Ouais. Et puis tranquille, hein, c'est pas C'est une grosse humilité. Ouais. Et après, quand même, il a fait un sacré fight. Après, il est resté quand même longtemps inactif. Ouais. 2 ans, je crois. 2 ans et demi. 3 ans. Ouais. Et là, il arrive, il a roulé sur le gars, c'est incroyable. Quoi. Ça prouve le niveau du gars. Quoi. Ouais, non, il est incroyable. Non, félicitations, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, Bon bah parfait, on va rendre l'antenne comme on dit à l'ancienne, tranquille. Hein. parce qu'il y a pas mal d'anciens là sur le plateau. Donc ciao à tous, n'oubliez Salut, pas, abonnez-vous, suivez, C'est important de suivre, hein. C'est vrai que c'est important. Hein. suivez la chaîne, suivez. Bah voilà, de toute façon on va parler, on va faire des trucs, des reportages prochainement sur tout ce monde-là. Et Faites puis, attention on va se aux retrouver sur inside. le terrain. Faites attention aux inside. Hein. Ça fait Ah mal, ouais, il y a quoi. des insights qui sont, fait très mal. qui sont bien, qui Qui rentrent sont bien bien, en voilà, profondeur. Bah, allez, bye Bye, bye bye. à tous, ciao bye.